Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test aujourd'hui du LG G5, donc un téléphone qui m'a été gentiment prêté pendant une semaine de la part d'LG. Alors aujourd'hui nous sommes en plein milieu de la nature, comme vous pouvez voir tout autour de moi, pour faire cette petite introduction de vidéo. Donc le LG G5, théoriquement c'est un téléphone qui est sorti à quasiment 700 €, mais qu'on retrouve déjà sur les boutiques type Amazon en dessous des 600 €. Donc c'est un téléphone qui a déjà bien baissé pour un téléphone qui se veut ultra haut de gamme, avec des specs justement d'un téléphone ultra haut de gamme qu'on attend, Snapdragon 820, 4 Go de RAM, écran Quad HD, compagnie et compagnie. Là, on va se demander vraiment si LG a réussi, après un LG G4 qui était beau et qui avait fait des choix qui étaient pas les meilleurs, mais les plus convaincants, à ressortir un bon téléphone, que ce soit sur le design, que ce soit sur la puissance, que ce soit sur le logiciel, partie où j'étais la plus critiquée avec LG en tant qu'utilisateur personnel du LG G3. Donc on va voir si LG a réussi à répondre à mes problématiques. Et on va se demander, on va dire, si le LG G5 peut être un téléphone ultra haut de gamme qui, même si j'ai pas pu les tester malheureusement, peut aller rivaliser un téléphone comme le Galaxy S7 ou par exemple le HTC 10 qui sont les deux références ultra haut de gamme du moment qui sont contre ce téléphone. Après on pourra aussi se demander sur une vidéo, peut-être, hein, est-ce que ce LG G5 vaut aussi le coup face à un téléphone comme celui-ci que j'ai en main, le Xiaomi Mi 5, qui propose des spécifications quasiment similaires, mais qui vaut 200 à 250 € de moins en import. Donc c'est parti pour cette vidéo, et j'espère que vous aurez apprécié ce petit goût de nature autour de moi. C'est parti! Et nous revoici face à la table pour enfin commencer cette vidéo de test complet du LG G5. Alors c'est un téléphone que j'attendais quand même beaucoup, et depuis longtemps d'ailleurs ça s'appelle pour pouvoir le tester. Donc je remercie LG de bien me l'avoir prêté pendant une semaine. Bon, je vais quand même avouer, pour être franc avec LG et être avec vous qui me regardez, que une semaine pour faire un test complet comme je l'ai fait, j'ai passé plusieurs nuits blanches, hein, clairement. Je vais pas vous mentir, pas nuit blanche, j'ai passé des nuits entières et des petites nuits pendant la journée pour l'instant terminer mon test complet, notamment dû à certains petits problèmes que j'ai eu par rapport à des tests d'autonomie que j'ai dû refaire 2 ou 3 fois, alors que normalement ça aurait dû les faire qu'une seule fois. Bref, voilà, on va passer le blabla. Merci à LG de me l'avoir prêté, c'est déjà un très beau geste de leur part, surtout vu ma petite communauté que j'ai pour l'instant. Et je vais essayer de vous proposer le test le plus objectif et le plus complet et le plus détaillé possible de ce LG 5, qui est un téléphone assez complexe, qui est assez original, qui a ses points forts et aussi ses points faibles. Donc déjà, je vais vous rappeler qu'il n'y a pas eu de vidéo de présentation sur ce téléphone parce que je ne pouvais pas, en une semaine de temps, me permettre de reperdre encore plus de temps, ça s'appelle, sur une vidéo de présentation, à faire, à monter, à passer sur Handbrake et à uploader sur un Wi-Fi tout pourri. Donc, entre guillemets, je vais reprendre des éléments de la présentation pour les inclure dans la vidéo de test. Donc ça va faire que la vidéo de test va durer un peu plus longtemps et j'ai mon excuse auparavant. C'est pour ça qu'on va commencer cette vidéo par une sorte d'unboxing-like, parce que l'unboxing, ça fait longtemps que je l'ai fait. Et je vais tout de suite, en fait, vous refaire un peu le type d'emballage que vous aurez quand vous recevrez votre LG G5. Alors, déjà, voilà. C'est un petit fourreau que justement, vous avez juste à ôter de cette manière pour atteindre directement sur cette boîte verte où vous voyez tout de suite la partie modulaire du téléphone. Donc, c'est vraiment pour insister sur le fait que ce téléphone est original et a une partie déclipsable de manière, on va dire, un petit peu insolite. Donc on ouvre ensuite la boîte et on tombe directement sur le téléphone. Alors normalement le téléphone, si je dis pas de bêtises, il est sous blister, mais bon, le blister, je sais pas où est-ce que je l'ai posé. Donc voilà, le téléphone sous blister, il est déjà allumé alors que normalement je pensais l'avoir rééteint. C'est pas grave, on va le rééteindre hors caméra. Hop, comme ça on va pouvoir continuer le déballage rapide. Voilà, éteindre. Et vous avez sûrement pu entendre la petite musique d'éteignage. Après nous avons un petit berceau, où en dessous du berceau nous avons une petite pochette où nous avons le guide de démarrage rapide pour le téléphone, qui est aussi appelé le LG H850 pour ceux qui veulent la référence complète. Donc voilà, là-dessus je n'aime pas regarder parce que personnellement je n'en ai pas besoin. Après vous, si vous en avez besoin, vous le regarderez. Un petit outil pour extraire le tiroir de carte SIM et de carte micro SD. Nous avons ensuite un chargeur secteur intéressant parce que c'est un chargeur secteur certifié Fast Charge, donc qui supporte la charge Qualcomm Quick Charge 3.0. parce qu'elle donne des puissances de 9 volts 1,8 A ou 5 volts 1,8 A. Donc ça fait une recharge très rapide et on en reparlera tout à l'heure au moment des autonomies et de la recharge. Ensuite nous avons un câble USB type C qui est vraiment costaud, qui est épais, avec deux prises solides d'un bout et à l'autre bout. Donc c'est vraiment un câble très très convaincant. Et là-dessus j'ai pas eu de souci avec, il a très bien fonctionné. Et dans cette boîte nous avons des écouteurs. Donc ces écouteurs, je vous jure, pour ceux qui ont peur pour les futurs tests, notamment les testeurs qui regardent cette vidéo, ces écouteurs ils sont tressés, ils sont beaux, mais je ne les ai pas testés par respect, on va dire, aux futurs testeurs et pour ne pas leur filer du matériel dégueulasse, parce que j'avais foutu mes oreilles qui sont pas forcément propres, hein, qui sait, je ne sais pas,
si mes oreilles sont propres à 100% tout le temps, hein, petit spoiler alert comme qui dirait. Donc voilà, les humains n'ont pas toujours les oreilles propres. Et donc par respect, je ne les ai pas testés. J'imagine qu'ils sont bons, et en plus c'est des intra-auriculaires, donc personnellement pour moi, c'est pas très bon parce que j'aime pas trop les intra-auriculaires. Donc voilà pour ce qui est d'un petit déballage rapide et d'une expérience d'achat qui est vraiment très bonne là-dessus. Le petit étui fourreau est très sympa et LG a quand même fait un bon effort sur cette boîte pour vous proposer un premier bon aperçu à ce LG G5. Mais bon, comme d'habitude, ce qui est le plus important dans une boîte de téléphone, ce n'est pas le câble ou les beaux écouteurs, mais c'est bien évidemment le téléphone. Alors, nous allons pouvoir tout s'appelle le démarrage du téléphone. Hop là. Donc déjà, je vais quand même pouvoir vous donner les temps de démarrage, temps d'extinction, tout ça. Temps de démarrage environ 1 minute, donc il va falloir attendre une petite minute. Temps d'extinction entre 25 et 30 secondes, donc c'est plus ou moins correct, même si ça peut paraître un petit peu long. En fait, ça dépend des jours. Des fois, il s'éteint très vite, mais des fois, il met 25-30 secondes. Et musique au démarrage, vous avez pu entendre une petite musique habituelle de chez LG. Et la musique à l'envers pour l'éteignage. Premier point intéressant de ce téléphone, avant même qu'on commence le test de ce téléphone. Comme vous pouvez voir, le téléphone me demande un knock code avant d'entrer directement sur le code PIN. Et ça, c'était un bon point ajouté par LG sur sa partie software. C'est que vous avez un knock code, qui d'ailleurs des fois il faut faire 2 fois parce que je sais pas pourquoi. Hein. Il y a un petit knock code justement avec un petit logo Droid avant le démarrage pour sécuriser le téléphone. Ça c'est un bon point niveau sécurité. Et là-dessus vraiment, c'est vraiment une petite personnalisation d'LG qui est bienvenue pour ceux qui ont un peu peur niveau sécurité. Parlons un petit peu caractéristiques tout de suite, tant que le téléphone s'allume. Donc ce téléphone, il fait 14,9 cm de long, 7,3 cm de large, et il fait environ 7,7 mm d'épaisseur. Donc c'est un téléphone plutôt fin, là-dessus il n'y a pas de souci. Il est bien designé, et j'ai pas eu de souci, on va dire, au niveau du design, il est vraiment plutôt beau. Pour ce qui est du reste des caractéristiques, nous avons un écran IPS LCD capacitif, 5,3 pouces, justement, qui occupe 70% de la surface d'affichage. De résolution de 1440 par 2560 pixels, ce qui fait 554 pixels par pouce, donc une résolution Quad HD sur cet écran. Une protection en verre Corning Gorilla Glass 4, justement avec un écran qui est biseauté 2,5D. Nous sommes sur Android 6.0. Avec la surcouche d'LG Optimus UX 5.0, avec un SoC Qualcomm Snapdragon 820, avec un CPU dual-core 2,15 GHz et dual-core 1,6 GHz, donc c'est 2 clusters de 2 cœurs, donc c'est une chose assez rare. Et ce sont 4 cœurs Cryo, donc c'est des cœurs développés par Qualcomm. Et le GPU, c'est l'habituel Adreno 530 qui accompagne toujours le Snapdragon 820. Nous avons un téléphone avec un port micro SD qui va jusqu'à 256 Go selon LG, avec une mémoire interne de 32 Go et 4 Go de RAM. L'appareil photo est un appareil photo 16 mégapixels à ouverture 1.8 et 8 mégapixels à ouverture 2.4. Alors c'est assez atypique, mais ce téléphone a 2 appareils photo dont nous reparlerons tout à l'heure au moment de la partie photo. Avec un laser autofocus, une stabilisation optique 3 axes et un flash LED. Le capteur frontal est un capteur 8 mégapixels à ouverture 2.0. Et donc voilà pour ce qui est des petites caractéristiques rapidement, pour repasser ce que j'aurais pu vous dire au moment de la vidéo de présentation. Faisons un petit bilan au niveau du design. Alors pour ce qui est des matériaux utilisés sur ce téléphone, nous avons un métal bien ressenti sur le contour. Donc ici sur tout le contour en fait on sent bien que c'est une partie métallique et LG a vraiment choisi un bon métal sur ce point là. Par contre on a vraiment un métal plus contestable à l'arrière parce que même s'il est confirmé par LG, que c'est du métal de je ne sais plus quelle matière, je m'en fiche un petit peu, le ressenti est proche du plastique que du métal, ce qui est dommage. Malgré tout, les matériaux utilisés sont de qualité, mais j'ai vraiment 2 points précisés. C'est le fait que les arêtes, là, en fait ici, je sais pas si je vais vous le montrer, il y a en fait une arête qui passe tout autour du téléphone, ici, vraiment tout autour. Les arêtes du téléphone, entre l'arrière et le contour, ne peuvent pas être super ressentis. Personnellement je m'y suis fait, mais il faut prendre le temps les premiers jours, voire les premières semaines pour justement s'habituer à la prise en main du LG G5, parce qu'au début les arêtes peuvent paraître un petit peu coupantes, ça peut paraître un peu surprenant de le dire comme ça, mais en fait ça fait une petite impression de... Enfin, c'est pas coupant, on va dire, ça vous chatouille la main, et au début ça peut être un petit peu désagréable, mais je vous rassure, on s'y habitue assez vite. Pour ce qui est des boutons physiques, nous avons le bouton on-off à l'arrière, qui fait aussi office de capteur empreinte digitale. Celui-là ils l'ont gardé à l'arrière du téléphone, alors que à la différence des LG G2, G3, G4 jusque là, les boutons de volume sont revenus sur la tranche gauche, volume plus, enfin volume moins et volume plus. Je sais pas si on voit beaucoup à la caméra, je l'espère qu'on le voit un minimum. Hop, l'appareil photo a fait un petit caméo. Hop. Pour ce qui est de la forme de ce téléphone, nous avons un téléphone avec un écran 2,5D comme je l'expliquais, avec un vrai arc sur le haut de la vitre. Alors je sais pas si j'arrive à vous le montrer, voilà, on le voit assez bien. Ça fait une sorte de petit arc là justement sur le haut de la vitre. La diagonale d'écran est en baisse par rapport aux 2 derniers G de LG. Les arêtes entre le dos et le contour, comme je l'ai dit, sont toujours pas très agréables. Sinon, je trouve qu'on va avoir une bonne prise en main générale. Je ne pense pas que ce problème d'arête va gêner tout acheteur de LG G5, mais c'est un point qui vaut la peine d'être souligné.
Enfin, pour ce qui est du point sur l'usure que je fais d'habitude, cette fois-ci je vais m'abstenir de parler de l'usure parce que juger de l'usure d'un téléphone après une semaine, c'est quand même, je pense, assez osé. Et comme il n'y a pas de point d'usure critique sur ce téléphone, en tout cas au bout d'une semaine ça va, vous aurez une bonne expérience au niveau de ce téléphone. Après je ne pourrais pas vous confirmer si au bout de 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, ce téléphone sera toujours aussi beau et aussi peu usé. Pour ce qui est de la résistance globale de ce téléphone, alors, au niveau de la torsion, ce téléphone a une bonne résistance de la partie principale du téléphone. Donc si on prend que la partie écran du téléphone, je vais essayer de me mettre en face de la caméra. Le téléphone ne tord pas, il est vraiment rigide, c'est vraiment... Surtout je pense grâce au contour en métal que le téléphone ne plie pas. Alors par contre, si on se met à tirer à partir de la partie modulaire, j'essaie de vous faire voir. La partie modulaire bouge légèrement, enfin même elle bouge quand même assez parce que là je mets qu'une toute petite pression. Et je m'excuse pour la caméra flottante que je vais régler tout de suite en faisant une petite coupure. Voilà, problème de caméra flottante réglé, excusez-moi. Ça me semble normal que la partie modulaire se plie parce que c'est une partie que je vous montrerai après justement qui est quand même assez grande et assez fine. Mais c'est vraiment dommage par rapport au téléphone que pour, on va dire, rendre ce téléphone modulaire qu'il ait été rendu plus fragile. Ça c'est vraiment un point qui est dommage et que je vais répéter souvent dans cette vidéo. Au niveau d'un test de pression, alors là par contre j'ai un autre souci, c'est que si je vous montre l'écran au niveau de la pression, ça va vous montrer les reflets. Je prends une image noire quand même pour qu'on puisse le voir un peu mieux. Alors je sais pas si on arrive à le voir, je vais essayer de vous le montrer. Et crotte, je me suis loupé. Alors j'arriverai pas à vous montrer en caméra, c'est dommage. Alors là on le voit un petit peu, là quand même que l'écran est quand même pas mal impacté. Le problème c'est que c'est juste au-dessus, sur cette partie-là haute de l'écran. Et ben ça me fait un petit peu l'effet smartphone chinois pas cher. Parce qu'en fait, quand j'appuie à cet endroit-là de l'écran, en fait j'ai une trace tout ici sur l'écran d'appui. Alors c'est assez étrange, je dois quand même vous avouer. Et même je dirais que pour un flagship d'une grande marque comme LG, je trouve ça même assez alarmant. Ce téléphone, je pense donc n'est pas à mettre entre toutes les mains. Et je pense que j'essaierai de mettre une petite incrustation ici d'une vidéo de drop test que j'ai pu voir du youtubeur Techrax, qui justement montre que ce LG G5 plie assez facilement sous la pression et dès qu'il chute par terre, et ben, a tendance à pas mal s'égratigner. Donc la solidité de ce téléphone me fait quand même me poser des questions. Après un LG G4 aux très bonne finition, mais déjà avec un écran qui ne faisait pas partie des plus solides, on passe sur une construction ambitieuse, mais qui se révèle, je pense, perfectible. Aussi désolé que je le sois, car je n'ai pas eu le téléphone, enfin je n'ai eu que le téléphone que pendant une semaine, malgré tout. Je ne peux pas garantir la longévité de l'appareil sur le long terme, et ça vraiment, ça m'embête beaucoup. Passons tout de suite réellement à la partie écran, même plutôt à la partie, on va dire, qualité d'écran que solidité d'écran. En fait, vraiment, c'est dommage que la vitre ne soit pas des plus solides, car l'écran du LG G5 est vraiment bon, selon moi. Alors, est-ce qu'il est Quantum Dot comme le LG G4? Ça, je ne sais pas, parce qu'en fait, ça expliquerait pourquoi les noirs de ce téléphone sont aussi profonds. Ou est-ce que c'est un simple IPS LCD? J'ai essayé de chercher sur le site de LG, et j'ai trouvé ça dans les caractéristiques du G5. Donc, ça ne m'aide pas beaucoup. Donc voilà, tout de suite, hein, vous avez une petite capture du site d'LG. C'est un peu dommage qu'ils n'en disent pas beaucoup plus. Pour ce qui est de la lisibilité de l'écran, alors cet écran a vraiment une très bonne lisibilité. Je vais aller sur une page n'importe laquelle, là, j'ai marqué up 2, voilà, c'est très bien. Sur une page totalement que je connais pas, voilà, c'est très bien. Vraiment, ce téléphone a une excellente lisibilité, on n'a vraiment rien à dire, on ne distingue pas un pixel et la précision des caractères est vraiment surprenante, là-dessus il n'y a pas de souci. Comme quand j'ai eu le LG G3 entre les mains pour la première fois, le Quad HD me fait son petit effet, même si ça reste comme un effet minime, le Full HD sur un téléphone permet déjà d'avoir une excellente résolution d'écran. Pour ce qui est des angles de vision, ils sont vraiment excellents, je vais vous les montrer, même si comme d'habitude, en caméra c'est difficile à montrer, donc l'écran décroche assez peu. Voilà, je sais pas si on le voit très bien en caméra, mais moi de mon côté je le vois bien. L'écran a vraiment d'excellents angles de vision. Pour ce qui est de la colorimétrie, on ressent une plutôt bonne profondeur des noirs, et les blancs me semblent plutôt juste à l'œil avec des couleurs contrastées, donc par exemple je vais vous mettre sur l'écran d'accueil, les verts sont plutôt contrastés, le bleu, le rouge, là vous pouvez voir toutes les couleurs de toutes les icônes, c'est quand même assez contrasté, assez punchy, je vais essayer de mettre un peu plus de luminosité, voilà. C'est assez punchy, et par exemple quand j'ai repris mon LG G3 en main, j'ai vraiment vu la différence, et le Quantum Dot, si c'est ça, la technologie d'écran, on va dire que c'est ça, parce que je pense que c'est la technologie d'écran réelle de ce LG G5, et ben cet écran a vraiment de bonnes couleurs, et c'est vraiment plaisant à voir. Pour ce qui est de la luminosité maximale, c'est vraiment juste, on arrive à y voir quelque chose en condition de forte luminosité, même si c'est fort limite, et même je dirais que c'est dommage pour un flagship de 2016 quand même de ne pas avoir un écran totalement visible parfaitement et de manière agréable en plein soleil. Nous sommes aussi en face d'un écran capacitif 10 points avec une très faible latence, alors je vais montrer tout rapidement sur ce petit multitouch tester, hein. Il n'y a vraiment aucun souci, cet écran a une très faible latence et pour taper des SMS ou taper du texte, c'est vraiment excellent. Pour ce qui est des bordures de ce téléphone, nous avons un téléphone qui est honnête envers l'acheteur. On n'a pas de bordure noire à l'intérieur de l'écran, mais des bordures que je juge assez épaisses. Et d'ailleurs, on remarque que ce téléphone ressemble plus à un LG G3 en termes de design qu'un LG G4 justement grâce à cet effet de bordure.
C'est assez marrant à remarquer et vous me direz c'est pas non plus déplaisant parce que le G3 même avec ses petits défauts n'avait pas un design qui était moche. Et pour vous le comparer rapidement tout de suite en vidéo, voici le LG G3 dans la main à côté du LG G5 sur le stand. Alors à ma grande surprise, ce téléphone n'est pas compatible avec les vidéos YouTube HD à 60 images secondes. En tout cas pas sur mon modèle de test, donc c'est une petite déception. Alors le point positif de ça c'est que les vidéos se chargent mieux quand la connexion est un petit peu en difficulté, mais on perd un petit peu de confort de visionnage sur certains types de vidéos, comme par exemple les vidéos de sport qui sont vraiment l'exemple frappant, enfin les vidéos en tout cas les vidéos d'activité, où il y a, on va dire, une nette amélioration de l'image justement sur des vidéos avec 60 images secondes. Alors un petit point bizarre que j'ai remarqué avant de passer à l'habituelle vidéo YouTube, c'est que quand on change la luminosité de l'écran de manière un peu brutale, alors que sur certains téléphones, quand on le fait, ça change la luminosité de manière, on va dire, douce, et que ça va progressivement de par exemple de 100% à 0%, donc là on va aller à 100%. Vous allez voir que quand je passe à 0%, je sais pas qu'on le verra à la caméra, il va y avoir une sorte de petit flash rouge, même là ça va être un gros flash rouge qu'on passera de 100% à 0%, qui va se faire au niveau de l'écran. Je trouve ça bizarre et je peux me poser des questions sur un impact à long terme si on fait ça, on va dire tous les jours, de passer son écran d'une certaine luminosité à une autre sans faire ça. Quand on fait ça, il n'y a pas de souci. Par contre, quand on passe de 100% à 0%, je pense qu'on ne voit pas à la caméra, mais c'est vraiment très visible à l'œil. Ça fait un petit flash rouge. C'est assez bizarre, je vous l'avoue. Et j'espère que c'est pas, on va dire, quelque chose de répétitif sur tous les modèles, parce que ça quand même, c'est bizarre et je pense que ça peut faire un petit peu de dommage sur l'écran. Attends, vous êtes prévenus. Pour changer la luminosité, mieux vaut passer par un glissement de la barre que par un changement brutal. Hope is in the air in Cleveland after Game 5. A beautiful performance from Kyrie and LeBron James. LeBron had 25 points at halftime. Et tout de suite, un petit extrait vidéo d'une dernière vidéo de Chris Move, comme d'habitude, même youtubeur, même type de vidéo. D'habitude, souvent c'est des vidéos à 60 images secondes, là on se contentera d'une vidéo à 30 images secondes parce qu'il n'y a que ça de disponible. Et comme vous pouvez le voir, la vidéo reste quand même très fluide, il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de grosses pertes non plus d'image. Hein. Et les couleurs sont belles. Là vous pouvez normalement pouvoir enfin sur un test en vidéo sur ma chaîne, pouvoir apprécier l'écran, sa juste de valeur grâce à la lumière naturelle qui vient de dehors, vu que je fais pour une fois une vidéo le jour et pas la nuit. Et bref, voilà. Encore 10 petites secondes et on passe à la partie audio. Pour ce qui est de la partie audio, alors ça va aller quand même assez vite parce que maintenant il y a quand même des composants, on peut passer plus vite que d'autres par rapport à avant. Le son de l'écouteur en appel, je n'ai rien à dire dessus, il a une bonne puissance et il est clair. Le son en prise jack n'a aucun souci et le son en Bluetooth n'a aussi aucun souci. Le seul point d'emphase qu'on va faire sur ce téléphone, comme souvent, c'est le son du haut-parleur. Le son il est puissant, il est mono véhiculé par le petit haut-parleur qui est en dessous du téléphone, ici les trois petites rails justement qui sont sur la partie du dessous du téléphone. Et ce qu'on peut dire c'est que le son est un peu bruyant dès qu'il contient un peu de basse. La qualité générale est moyenne et je pense que c'est dû au fait que le son du haut-parleur soit si fort. C'est dommage et voilà, le haut-parleur est moyen, il aurait pu être mieux. On s'en contentera, pour les jeux ça ira, mais pour la musique clairement c'est pas du tout le meilleur qu'on puisse avoir. Là, le son est fort. Et clairement, pas de super qualité. Bref, voilà pour la partie audio. Rien à dire sur l'écouteur, rien à dire sur la prise jack, rien à dire en Bluetooth. Mais le haut-parleur aurait pu être meilleur et dans l'absolu, il reste moyen. La caméra arrière du LG G5 est une caméra 16 mégapixels à ouverture 1.8, accouplée... Non, pas accouplée. Le LG G5 possède deux caméras arrière. Une première caméra principale de 16 mégapixels à ouverture 1.8 et une deuxième caméra de 8 mégapixels à ouverture 2.4. Il possède aussi un autofocus laser avec une stabilisation optique 3 axes et une simple LED comme flash. Il peut filmer en 4K à 30 images secondes ou en Full HD à 30 images secondes. Il possède l'HDR et capture le son en stéréo. Pour ce qui est des photos en haute lumière en extérieur, on peut faire vraiment de très belles photos avec un piqué qui est vraiment bon et une colorimétrie qui est bonne dans une photo uniforme en termes de lumière. Quand le ciel est lumineux et entouré d'arbres, la photo a tendance à être un peu sombre et un coup de HDR permet de régler ce problème.
Pour ce qui est des photos en bonne lumière en intérieur, le piqué est plutôt bon pour une photo en intérieur, la netteté est bonne, et on arrive à créer de beaux effets de flou en arrière-plan sur les photos, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Pour ce qui est des photos en basse lumière en extérieur, on a vraiment un grain plutôt modéré qui apparaît, mais le piqué des photos est au-dessus de tous les appareils photo que j'ai pu tester auparavant sur des smartphones. Le focus est bon, et on peut admirer qu'il n'y ait aucune déformation logicielle sur les bords des photos, donc par exemple, comme vous pouvez voir des fois sur les appareils photo un peu low cost, cheap, une sorte de nuage de couleur mauve, en fait c'est simplement un petit bug logiciel justement par rapport au fait que la condition de lumière n'est pas assez bonne. Bref, même si la qualité n'est pas équivalente aux photos en bonne condition de lumière, on peut apprécier les photos en extérieur en basse lumière malgré tout, car elles sont je pense au-dessus de la moyenne. Pour ce qui est des photos en basse lumière en intérieur, de base l'appareil photo prend suffisamment de lumière pour atténuer une photo avec une condition de lumière qui n'est pas optimale, ce qui est bien. Sinon, même en très basse lumière, l'appareil arrive à prendre plus de lumière que l'on peut en distinguer normalement avec les yeux. C'est vraiment une observation que l'on trouve vraiment sur ce G5. C'est un téléphone qui arrive à prendre plus de lumière que l'on peut en voir, et c'est vraiment une bonne chose en basse lumière. Si on met le flash en intérieur justement pour améliorer la photo, le flash a beau être simple LED, ce qui est d'ailleurs en fait un retour en arrière entre le LG G3 et le LG G4 qui avait des doubles LED double ton. Le flash de LG G5 est efficace en intérieur et permet des photos avec des couleurs qui restent naturelles, c'est vraiment appréciable et on récupère pas le piqué sur les photos en faisant cela. En utilisant le mode HDR, on apporte souvent du punch aux images, mais souvent on va assombrir les ciels. Mais ça, on va dire, le problème c'est que ça assombrit les ciels, mais ça les rend rarement moins brûlés quand les photos justement montrent un ciel qui est vraiment tout blanc. C'est un petit peu dommage sur ce point là, mais bon, le HDR va souvent servir à rapporter un peu plus de punch dans les couleurs des images. Pour ce qui est des autres modes, on les testera en direct juste après, dès que j'aurai fini de parler des capteurs. Pour ce qui est des photos panoramiques avec la caméra 8 mégapixels, alors c'est vraiment le vrai effet waouh de ce téléphone. Les photos ne sont qu'en 8 mégapixels, elles sont donc moins précises et piquées que les photos avec le capteur classique. Mais on arrive à prendre de magnifiques photos avec un grand angle. Bon, quelques photos peuvent montrer un effet fisheye plus prononcé que d'autres, mais dans tous les cas, j'ai beaucoup apprécié prendre des photos grand angle avec ce téléphone. Pour ce qui est de la qualité en haute lumière, en Ultra HD, la qualité est bonne avec un bon framerate et une stabilisation qui semble bonne, malgré que je ne sois pas sûr que la stabilisation optique soit activée en Ultra HD. Par contre, quelques artefacts apparaissent dans le ciel, ce qui est un petit peu dommage. En Full HD, on perd un petit peu en précision, mais aussi en artefact dans le ciel, ce qui est une bonne chose. La stabilisation optique est encore une fois de bonne facture. En intérieur, du bruit apparaît et le piqué est moins bon, ce qui me déçoit un peu. Le framerate reste bon, ce qui est une bonne chose. On peut zoomer par contre sur un objet et là, avoir un piqué sur la chose zoomée qui est bon. Pour ce qui est des vidéos en basse lumière avec flash, la qualité est décevante, le piqué est mauvais, beaucoup de bruit apparaît. Le focus et le framerate restent bons. Bref, les vidéos en basse lumière avec flash ne sont pas forcément recommandées. Pour ce qui est des caméras frontales, nous avons une caméra frontale de 8 mégapixels avec une ouverture 2.0 et qui filme en 1080p à 30 images secondes. Pour ce qui est des selfies en pleine lumière en extérieur, on a une bonne qualité pour une caméra selfie, je trouve, même si j'avais pas pu le temps de prendre beaucoup en une semaine. Pour ce qui est des selfies en pleine lumière en intérieur, la photo est moins qualitative et reste bonne. Néanmoins, on aurait pu attendre mieux d'une caméra 8 mégapixels au niveau du piqué. Pour ce qui est des selfies en basse lumière en extérieur, alors je ne l'ai pas testé donc je n'aurai pas mon avis là-dessus parce que j'ai pas eu de conditions où j'ai eu à prendre un selfie en basse lumière en extérieur, je m'en excuse. Pour ce qui est des selfies en basse lumière en intérieur, en mauvaise condition de lumière, la qualité est logiquement mauvaise et les détails absents. Mais le flash généré par un éclairage continu boosté de l'écran fait un boulot admirable et permet de faire apparaître clairement sa tête, même dans des situations de très basse lumière. Pour ce qui est de la qualité vidéo, en haute lumière le piqué n'est pas des meilleurs, mais la lumière est bien gérée. Et une petite note sur le micro justement qui est générale, il est vraiment bon pour les vidéos. Pour ce qui est des vidéos en basse lumière, il y a beaucoup de bruit pour peu de qualité. Bref, les vidéos sont évitées en basse et très basse lumière. Et en plus, il est impossible d'utiliser l'écran comme flash en vidéo, ce qui est quand même un peu dommage. Donc voilà pour ce qui était la partie vidéo-photo des deux appareils photo. Voilà pour ce qui était la partie photo et vidéo. Et maintenant, comme promis, je vais vous montrer rapidement tous les modes que l'on peut avoir sur ce téléphone. Alors, je vais faire un petit zoom tout de suite pour qu'on puisse y voir tous les modes un petit peu mieux tout de suite.
Le mode panorama, alors ça c'est le mode panorama classique qu'on connaît sur tous les téléphones, alors, je ne vais pas vous le montrer parce que je n'ai pas testé. Et puis j'ai préféré prendre des photos avec l'objectif grand angle 8 mégapixels. Vous m'en excuserez, c'était le petit joujou de ce téléphone, je l'ai mis en avant et j'espère que le mode panorama fonctionne sur un téléphone quand même haut de gamme. Je leur fais confiance. Après s'ils me trompent, hein, ça on le verra bien, il y aura sûrement des gens dans les commentaires pour le dire. Le mode snap ensuite, alors ça permet de prendre des petites vidéos de 3 secondes pour en fait les monter de manière prolongée et en faire une vidéo de 60 secondes. Alors c'est simplement, on va prendre un petit exemple tout de suite. Hein. Tiens, hop. Une première petite vidéo de 3 secondes, c'est sympa. Ok, on continue, plus haut. Les arbres. Les arbres tout verts, c'est vraiment très sympa pour la nature, hein, quand même. On enregistre, donc là, ça fait que 6 secondes sur 60 secondes, je peux quand même vous faire tout le long. Et si on regarde et on écoute, on va mettre là, vidéo. Une première petite vidéo de 3 secondes, c'est sympa. Tout vert, c'est vraiment très sympa pour la nature, hein, quand même. Voilà, ça permet de faire des petits montages rapidement sur des petits morceaux de vidéo. Ça peut être sympa, je pense, pour faire des vidéos un peu originales. Personnellement, ça n'a pas beaucoup d'utilité. Ensuite, multiview, ça c'est un mode qui permet de prendre 3 photos pour en faire une seule. Donc ça peut être sympa pour faire des photos par exemple avec des amis. Par exemple, vous prenez votre photo de vous-même en selfie. D'ailleurs, belle photo, ça prend une belle qualité grâce à la lumière naturelle là. Ensuite, vous prenez la photo de votre ami là-bas qui s'appelle la plante verte. Et ensuite, vous prenez la photo de votre repas, ça veut dire une souris. Voilà, par exemple, si vous voulez faire une photo snap bouffe, ami, toi et ma bouffe, et la mettre sur Facebook ou sur YouTube, non pas sur YouTube, sur Snapchat, sur Instagram, vous pouvez vous amuser. Par exemple, là, vous avez un très beau résultat de moi, un arbre vert et une souris. Voilà. Bref, moi, ça ne met pas beaucoup d'utilité encore une fois de plus, mais pourquoi pas. Ensuite, pop-out, ça c'est un mode en fait qui permet de prendre des photos un peu bizarrement. Donc, par exemple, là, je vais mettre noir et blanc, avec le vignettage, l'objectif fisheye et l'effet focus. Donc là, ça va mettre tous les effets possibles et imaginables. Je prends une photo de mon stand. Clic, ça va mettre un peu de temps à enregistrer. En fait, ça prend une photo de votre chose. Et puis autour, ça va ajouter les effets que vous avez choisis. Donc là, par exemple, je vais de tout mettre en termes d'effets. Mais si on fait une photo plus classique, par exemple, si on met que l'objectif fisheye. Voilà, on reprend la même photo. Clac. Et ben, ça va prendre la photo originelle normalement. Et puis autour, dans un cadre, la même photo, mais en mode fisheye. Donc pourquoi pas, encore une fois, mais bon. Personnellement, ça n'a pas de grande utilité. Automatique, c'est le mode automatique que vous connaissez sur tous les téléphones. Intervalle, c'est le mode timelapse. Alors, par exemple, je vais vous faire une petite timelapse tout de suite sympathique. Là, vous vous dites que peut-être que je suis fou, mais vous allez voir tout de suite quand j'aurai ma petite vidéo timelapse de 10 secondes. Voilà, 10 secondes. Je vais vous la montrer parce que je pense que les vidéos timelapse, c'est comme sur les téléphones Apple. Vous ne pouvez regarder que sur votre téléphone et pas sur l'ordinateur. Alors, hop, c'est parti. Voilà, il y avait au moins de quoi vous faire vomir si vous regardez cette vidéo pendant plus de 10 secondes. voilà. Donc le timelapse, pourquoi pas, hein, bien sûr. Et le slow motion, alors j'essaie de vous faire une vidéo en slow motion tout de suite. Alors le timelapse, excusez-moi, le timelapse on doit pouvoir le sortir, c'est la vidéo en slow motion qu'on va pas pouvoir sortir. J'ai pas grand chose à vous montrer en slow motion, alors je sais pas, je vais prendre ça, tiens, ça va être très bien. Ma petite cuillère, c'est magnifique. Voilà, elle est tombée. Et maintenant, je vais vous la montrer au ralenti. Passionnant, hein? On va y arriver. Waouh. Il n'y a pas de son avec? Eh non, il n'y a pas de son. Ça, c'est dommage, ça qu'il n'y ait pas de son. Bon, bah, pas grave. Hein. Bref, vidéo au ralenti à 240 images secondes, si je dis pas de bêtises. Voilà pour tous les modes de tout le G5. Et on va pouvoir embrayer sur autre chose. Passons maintenant à la partie autonomie de ce téléphone. Donc, ce téléphone a une batterie d'une capacité de 2800 mAh qui me semble réaliste. Et maintenant, l'instant que vous attendiez tous. Comment fait-on pour pouvoir rendre la batterie amovible? Et bien, tout simplement, LG a pensé à mettre un petit bouton en bas de sa tranche, ici, voilà, sur lequel il faut appuyer, assez fort d'ailleurs, clac, pour que la partie basse s'en aille, et dès que vous tirez dessus, clac. J'ai éteint le téléphone comme un malade, c'est pas bien, mais c'est pas grave, tous les youtubeurs l'ont fait, pourquoi pas moi. Donc voilà la partie amovible du téléphone, donc qui se base sur la partie modulaire. Comme vous pouvez voir, déjà la batterie n'est pas bien fixée de bonne manière, mais bon voilà, elle bouge un peu, je pense que c'est normal, mais c'est quand même un peu dommage que la batterie bouge. Et c'est en fait grâce à ce système modulaire que vous pourrez accrocher les deux modules actuellement disponibles sur le marché, c'est-à-dire un grip photo et un DAC pour améliorer le son de la prise casque. Donc voilà, alors c'est ce que aussi je parlais tout à l'heure, petite parenthèse, écoutez bien maintenant, je vais me mettre sur le micro plutôt que sur la caméra.
je sais pas vous, mais cette partie-là, entre la partie modulaire et la partie normale du téléphone, elle fait terriblement en plastique. Là, cette partie-là, ici, que je montre au doigt et au focus, ça fait terriblement en plastique. Le LG dit que c'est du métal, je veux bien les croire. Personnellement, au son, ça fait plastique. Donc voilà, on remet la partie modulaire. On démarre le téléphone et pendant ce temps, on va dire les autonomies de ce LG G5. En autonomie polyvalente sur 4 jours où j'ai pu tester le téléphone et 3 autres jours qui m'ont permis de faire les autonomies pas polyvalentes, j'ai obtenu des autonomies entre 2h50 et 4h11. Alors c'est quand même une fourchette assez large et je vais m'expliquer. En utilisation très lourde, on peut tenir une petite journée et pas plus. Donc entre 7h et 12h30 d'utilisation du téléphone, par exemple si vous utilisez entre le téléphone entre 10h et 17h ou 10h et 22h30, eh bien vous pourrez obtenir une autonomie polyvalente de 4h11. Là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est une plutôt bonne autonomie, et le téléphone tiendra la journée. Mais le problème, c'est qu'on ne pourra pas tenir beaucoup plus d'une journée si on se sert moins du téléphone. Par exemple, moi, sur une journée de 16h, je crois que c'était de 6h à 22h, où j'ai utilisé que l'écran de 2h50, et ben je suis quand même arrivé à 0%. Donc le téléphone inactif semble consommer pas mal. Connaissant aussi la consommation généralement plus forte en 3G, 4G des SoC Qualcomm, je dirais qu'il y a encore des efforts à faire sur l'optimisation logicielle de la batterie, mais l'autonomie de ce téléphone reste moyenne en autonomie mixte et je pense qu'on ne pourra pas y faire grand chose d'autre. Les usages spécifiques ont permis aussi de voir certains points forts de ce téléphone. En autonomie jeux vidéo, j'ai réussi à tenir 4h24, ce qui est une bonne autonomie en jeux vidéo, et j'ai remarqué que le téléphone chauffait peu en jeu, donc ça montre quand même un bon comportement du SoC dans un usage plutôt lourd. En autonomie vidéo, sur YouTube, j'ai tenu 7h02 avec des vidéos en 1080p 30 images secondes, ce qui est un bon résultat, et sur MX Player avec un même type de vidéo, j'ai réussi à tenir 9h20, ce qui est encore une fois un très bon résultat. Alors, j'ai de très bonnes autonomies vidéo en fait qui vont contrebalancer les autonomies polyvalentes qui sont quand même plutôt moyennes. C'est quand même un peu bizarre. Enfin, le temps de recharge est quand même très bon parce que on arrive à avoir un temps de recharge d'1h20 avec une recharge de 35% en 15 minutes. Alors ça, il faut que je vérifie. Donc je fais une petite pause pour vérifier mes chiffres. Voilà, 26% en 15 minutes, 55% en 30 minutes, 80% en 45 minutes et 91% en 1 heure. Et après, 100% en 1h20. Donc, pour faire un petit point sur les autonomies, donc les autonomies isolées sont plutôt bonnes. Mais l'autonomie polyvalente, elle est plutôt moyenne et ne comptez pas sur ce téléphone si vous recherchez 2 jours ou plus d'autonomie. N'étant pas fan de ceci et manquant de temps, je n'ai pas testé les fonctions d'économie d'énergie de ce LG G5, mais elles ne sont pas de toute façon très avancées dans les surcouches de LG, par exemple comparé à un Samsung qui a quand même des fonctions notamment exclusives à Samsung par rapport à l'AMOLED pour pouvoir l'exploiter au mieux sur des fonctions ultra d'économie d'énergie. Passons tout de suite à la connectivité et c'est vraiment l'un des gros points forts de ce téléphone parce que ce téléphone a une connectivité qui est ultra complète. Nous avons un support pour carte nano SIM, donc c'est un téléphone simple SIM, et ce téléphone supporte tous les réseaux de la 2G à la 4G+, donc la 4G de catégorie 9. C'est vraiment une très bonne chose, j'ai pu tester la 4G+, et fonctionne plutôt bien, et là-dessus j'ai pas grand chose à dire. L'intensité du signal dans les endroits habituels, elle est bonne, et je n'ai pas constaté de décrochage intempestif, donc pour ce qui est des réseaux cellulaires, vraiment c'est du tout bon. Ensuite, le téléphone dispose du Wi-Fi ABGNAC double bande avec une portée satisfaisante, du Bluetooth 4.2 qui n'a aucun souci, un GPS AGPS GLONASS B12 qui est rapide et précis, un gyroscope, un accéléromètre, une boussole, le partage de connexion, une puce NFC, un port infrarouge qui fonctionne très bien avec l'application données de base par LG, un accès au VPN, une LED de notification rouge vert bleu, une radio FM avec possibilité d'utiliser le haut-parleur pour écouter la radio une fois les écouteurs branchés, du USB OTG qui fonctionne bien, un port micro SD et enfin un capteur d'empreinte digitale qui, comme je l'ai dit, est à l'arrière et qui fonctionne plutôt bien. Donc je vais vous montrer tout de suite. Je pose. Voilà. Clic. Je pose. Je pose. Petite attente. Je pose. Je pose. Donc voilà, 5 sur 5. Le capteur est d'une réactivité plutôt bonne, mais pas exceptionnelle. Et là-dessus, je n'ai pas grand-chose à lui dire. En plus, il est bien placé, selon moi, à l'arrière. Vraiment, pour la première fois dans l'histoire de cette chaîne, le grand chelem est fait. Toutes les connectivités sont couvertes sur ce téléphone. Et c'est ce qu'on attend d'un téléphone aussi cher. Et ben, à peine une demi-heure de vidéo passée. Mais même pas, je pense, avec le montage, j'en sais rien. Et déjà, la première pause de boisson. Pour ce qui est des benchmarks, alors comme d'habitude, j'ai toujours autant d'intérêt dans les benchmarks, donc je vous mets comme d'habitude le petit tableau ici sur l'écran. Donc quand même, je vais quand même préciser quand même des bons benchmarks sur ce téléphone, même limite les meilleurs benchmarks que je n'ai jamais fait sur un téléphone, donc ça montre comme la puissance du SoC Snapdragon 820. Et j'ai aussi fait tourner comme d'habitude mon benchmark personnel maintenant que je fais tourner mon benchmark exécution et rechargement RAM. Donc je vous mets aussi une petite annotation vers la vidéo où j'explique comment fonctionne ce benchmark qui est personnel mais bon, qui est quand même d'inspirer d'autres travaux faits par d'autres youtubeurs, notamment spécialisés high-tech généralement.
Et pour l'instant, ce téléphone dispose des meilleurs scores sur mon benchmark personnel. En temps d'exécution, il a réussi à faire du 2 minutes 13, ce qui est 1 minute et 20 secondes meilleur que le meilleur score que j'ai réussi à faire jusqu'ici. Et en temps de RAM et de rechargement, il a fait 41 secondes, ce qui est d'une 10-15 secondes meilleur que le meilleur téléphone que j'ai réussi à avoir jusqu'ici. Donc vraiment, ce téléphone n'a aucun souci, et cela montre vraiment quand même qu'il a de très bonnes performances, et qu'en plus, il réussit à avoir une bonne gestion de sa RAM, donc on va en parler tout à l'heure, et que justement, il arrive à switcher rapidement entre une application et une autre en multitâche. Je vais insister un petit peu lourdement et vraiment aller voir la vidéo que je vous ai mis justement en annotation par rapport à ce benchmark RAM et rechargement, parce que je pense qu'il est intéressant, et surtout si vous avez des idées pour l'améliorer ou pour le changer ou pour me dire qu'il est bien, n'hésitez pas à voir cette vidéo, et notamment à aller lâcher un pouce vert. Ceci était trop lesque. Passons maintenant à la partie que vous attendez tous, je pense, c'est les jeux vidéo. On va dire comme impression générale, c'est un SoC, le Snapdragon 820, qui m'a vraiment fait totalement oublier le Snapdragon 810, et ça chauffe vraiment forte et rapide. Dans ce LG G5, le Snapdragon 820 ne chauffe que peu en jeu, et les performances sont vraiment au rendez-vous, et ça, c'est très agréable. Elles sont tellement agréables que j'ai décidé pour ce téléphone en particulier de faire une vidéo à part que je mettrai ici, avec une petite annotation. Une vidéo spéciale gaming sur le LG G5 pour pouvoir vous montrer à peu près tous les jeux, enfin une grande partie de jeux 3D, donc je vais vous les montrer tout de suite. Je vais vous montrer Asphalt 8, Dead Trigger, Nova 3, Modern Combat 5, Real Racing 3, Mortal Kombat X, Sniper Fury. Et je vais aussi tester l'émulation de la PSP et l'émulation de la PS1. Donc juste pour cette vidéo, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer... bah tiens, on va faire quoi? On va se débarrasser de... Non. On va se débarrasser de Nova 3. Et on va faire quoi d'autre? On va faire... On va faire Nova 3 sur cette vidéo, et si vous voulez voir plus sur les jeux vidéo, je vous invite à aller voir ma vidéo spéciale gaming sur le LG G5, qui durera je pense une quinzaine de minutes, où je ne ferai vraiment que des jeux sur le LG G5 pour vous montrer les performances du Snapdragon 820. Donc Nova 3, jeu relativement quand même... je baisse un peu la musique, qui est quand même relativement demandeur en termes de ressources, mais qui n'est pas non plus le plus demandeur, ça je l'avoue. Voilà, c'est quand même avancé la partie. Je pense qu'on voit pas grand chose, on va augmenter la luminosité. Voilà, c'est pas mal. C'est parti. Je vais essayer de jouer en dehors du viewfinder, parce que moi personnellement, jouer dans le viewfinder c'est pas mon truc. J'espère que je fais pas de bêtises. Et merde, j'ai déclenché un bonus, c'est pas ce que je voulais. Voilà. On avance dans les escaliers. Et crotte, je suis mort. Pas grave. Je vais me déplacer un petit peu pour être un peu plus à l'aise. Excusez-moi pour la caméra. Mon wifi galère pour pouvoir balancer la pub. Voilà, non. Essayer de sauter sans se casser la gueule. Oups, je suis passé je sais pas comment. Voilà, je suis passé. On m'attendait au tournant, je le savais. Petite sauvegarde de la progression. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a vraiment aucune latence. C'est vraiment très agréable de jouer sur ce téléphone. Certes, Nova 3, c'est pas le jeu le plus lourd. Mais petit spoiler, même Mortal Kombat X fonctionne très très bien sur ce téléphone. Vous pourrez le voir en temps dans la vidéo spéciale gaming sur le G5. Voilà, il est mort. On avance. Dans la ville. Merde. Ah voilà, c'est ça qu'on regarde dans le viewfinder. J'aurais même pu avoir où est-ce que je vais. Allez, c'est parti en cours. On va encore tuer quelques ennemis, on va s'arrêter là. Comme ça on va pouvoir gagner, je pense, 1 ou 2 minutes sur la vidéo, ça sera toujours ça de prix. Je tire n'importe où, mais ça c'est pas grave. Alors on va aller jusqu'à la porte qui est là. D'activer le bouclier. Ah, j'ai plus de balles. Ah, c'est dommage. Hop, 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 là je me suis en train de faire canarder. Bordel de merde. Alors c'est une grenade. Voilà. Voilà. Je pense que c'est bon. Il n'y a plus d'ennemis. Désactive la porte.
Et voilà, on est arrivé là, à ce point-là. Donc voilà pour une petite partie de jeu sur le LG G5. Comme vous pouvez voir, ça marche très bien, et je vous rassure, sur tous les jeux que je vous montrerai, vous verrez que ça marche très bien, normalement, si tout se passe bien dans la partie gaming que je vais faire à part. J'ai vraiment eu aucune complainte, et c'est vraiment un grand plaisir de vous montrer, justement, enfin de vous montrer, non, de vous montrer ce cas, de vous montrer quand on marche au téléphone, mais quand vous jouez sur ce téléphone, vous ferez vraiment plaisir à jouer. Et juste pour vous montrer, on va dire, l'écran qui est de très bonne qualité une fois de plus, je vais vous montrer Geometry Dash Meltdown sur un niveau spécial. Clac, clac, comme vous pouvez voir, j'ai fini les 2 niveaux. Et sur ce niveau-là, vous allez pouvoir voir les noirs de l'écran qui sont vraiment profonds. Alors, par contre, on va baisser le son. Alors ça, c'est vraiment un jeu qui ne demande que dalle en termes de... Enfin, que dalle. Pour Snapdragon 820, il ne demande que dalle. Et comme je regarde dans le viewfinder qui a une petite latence, et ben, je suis mort. Alors, on passe la pub. Là, comme vous allez pouvoir voir, les noirs sont vraiment profonds. Et il y a vraiment une petite latence sur le viewfinder que je regarde en dessous. Voilà, comme vous pouvez voir, les couleurs sont belles, le noir est vraiment profond. C'est vraiment le meilleur écran IPS LCD, probablement pour Quantum Dot, en termes de noir, en termes de profondeur des noirs, en termes de saturation des couleurs, c'est vraiment l'un des meilleurs. Donc voilà, 3, 2, 1, je me plante. Plouf. Voilà, ça c'était la petite partie belle couleur de l'écran qui va me permettre de pouvoir terminer cette partie de hardware et on va pouvoir passer maintenant à la partie software. Le LG G5 tourne sur Android 6.0.1 avec la surcouche LG UX 5.0. Donc voilà, Android 6.0.1, boum boum boum, Marshmallow. L'habituel petit jeu de Marshmallow, tiens hop. Vous vouliez du gaming sur LG G5, et ben vous en avez. Du hard gaming comme vous en avez jamais eu. Et comme d'habitude, ce jeu est une dureté, donc voilà, on va s'arrêter tout de suite. Donc attention, on va dire, pour cette partie de software. Je vais souvent comparer la surcouche de ce LG G5 à celle que j'ai eue sur mon LG G3, donc surcouche d'il y a 2 ans, pour pouvoir parler de l'évolution de la surcouche dans le temps. Donc là, par exemple, tout de suite, on va commencer tout de suite avec le lanceur d'application. Par rapport à avant, là, vous avez le choix. Soit vous avez un lanceur d'application comme ici, et comme c'était voulu par LG de base, sans profondeur de navigation, donc sans, quand ça s'appelle tireur d'application, donc vous n'avez pas de petit bouton pour un tireur d'application. Soit, après un mini tollé provoqué justement par cette nouvelle interface, LG a poussé une mise à jour pour vous donner le choix entre le lanceur avec ou sans tireur d'application. Et dans les 2 cas, le lanceur est très fluide et n'a souffert d'aucun bug pendant la semaine de test. Alors, il est remplaçable, donc c'est un signe que le lanceur maintenant est remplaçable et il a toujours été remplaçable. Il suffit d'aller dans Paramètres. Donc normalement, de base, quand vous êtes dans les paramètres, vous allez dans la vue onglet. Ça c'est comment les paramètres s'affichent à la base. En vue onglet, clac clac, voilà, on va mettre un petit peu plus zoomé. Il faut aller dans Écran, Écran d'accueil. Sélectionner accueil. Ce n'est pas une manipulation qui est compliquée à faire, mais il faut quand même la savoir. Et la fameuse mise à jour que LG a faite, c'est celle-ci, l'onglet Apps plus accueil, qui est ici, qui vous rajoute le petit tiroir d'application avec toutes les applications que vous avez sur votre téléphone. Donc voilà. Et comme vous pouvez voir, j'ai installé aussi d'autres lanceurs pour pouvoir tester. Par exemple, j'ai aussi essayé le lanceur de Google. Voilà, ici, clac. Lanceur Google No, continuer. Alors, comme j'ai fait un petit reset du téléphone avant de l'utiliser, ben voilà. Et comme vous pouvez voir, le lanceur de Google est très fluide, là-dessus il n'y a aucun souci. Voilà. Le lanceur, enfin la liste d'applications elle est ici, elle est très fluide aussi. Et ce lanceur vraiment n'a aucun souci. Vous pouvez en changer si vous voulez, comme vous pouvez voir, mettre le lanceur de Google, ou je vais essayer de vous montrer tout de suite. Voilà, en passant à la vue onglet. Vous pouvez mettre aussi, vas-y, écran d'accueil, amuse-toi. Vous pouvez mettre le lanceur, par exemple j'ai mis Windows Phone Launcher, pour pouvoir mettre ce LG G5, excusez-moi, voilà, LG G5, sous Windows Phone 10. Hop là, j'ai tout fusé à cette merde. Et voilà, mon LG G5 tourne sur Windows Phone 10, c'est comme si c'était pas magnifique. Ah, dans mes rêves, il tournerait sur Windows Phone 10, mais bon, ça c'est encore autre chose. Windows Phone 10, on a vraiment trop de petits problèmes en ce moment, pour pouvoir être un système d'exploitation qui est sur tous les téléphones haut de gamme. Bref, là, je viens juste de rappeler à tout le monde que j'aime bien Windows Phone 10 et que j'aimerais que c'est un peu plus représenté dans l'univers des smartphones. Bon, ça, c'était mon petit troll coup de cœur envoyé à Microsoft, mais bon, aucun rapport avec cette vidéo. Bref, pour revenir à mon sujet d'origine, le lanceur est remplaçable et la manipulation n'a pas changé depuis LG G3 et LG UX 3.0. La manipulation, elle n'est pas insensée, on peut donc facilement la trouver en cherchant un peu, et on peut donc facilement changer les lanceurs du téléphone. Pour ce qui est des personnalisations possibles sur ce téléphone, alors comme d'habitude, bien sûr sur tout téléphone Android, vous pouvez changer le fond d'écran du téléphone. Alors ça c'est facile, hein, on va prendre n'importe quel fond d'écran, par exemple on va prendre papier peint, voilà. D'ailleurs je n'ai pas changé de papier peint depuis le début, enfin si j'en ai changé une ou deux fois. Tiens, on va mettre papier peint de couleur noire, là, très bien.
Comme vous pouvez voir, maintenant le téléphone est vraiment là. On va remettre le lanceur d'origine. Voilà, une belle rose rouge, enfin je sais quelle fleur rouge avec un fond noir, donc ça remonte vraiment la profondeur des noirs. Ensuite, on peut aussi mettre des widgets, alors j'en ai pas mis sur ce téléphone, mais on peut mettre des widgets. Là, c'est pas ici, c'est à côté, voilà, widget. Par exemple, si vous mettez votre agenda Outlook, bah, hop, vous mettez l'agenda Outlook ici. Vous mettez toutes vos autorisations ou pas. Et voilà, vous avez votre widget d'agenda qui n'est pas bien mis, c'est bizarrement. Vous pouvez redimensionner, il n'y a pas de souci. Et comme vous pouvez voir, mon agenda est totalement vide, donc je vais le dégager. Mais vous pouvez mettre des widgets, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est des transitions entre les pages, vous pouvez en mettre aussi. Là-dedans, dans effet de défilement, on peut je vais mettre à la place brise. Alors ce qui est dommage par rapport à l'ancienne surcouche de LG, c'est qu'avant, quand on cliquait sur un effet, ça faisait défiler l'effet sur le menu. Donc par exemple là sur l'effet brise, ça faisait ici. Là maintenant, vous ne pouvez plus voir les effets avant de les avoir essayés, d'avoir fait OK. Donc soit, hein, comme vous pouvez voir par exemple là, brise, ça fait cet effet là. Ça montre quand même que le téléphone est très fluide, donc qui clique beaucoup partout. On va remettre l'effet normal diapo pour qu'il n'y ait pas de problème, mais comme vous pouvez voir, c'est totalement personnalisable. Chose qui manque sur ce téléphone, c'est que vous ne pouvez pas faire que le lanceur fasse une boucle infinie, donc c'est-à-dire que dès que vous arrivez à la dernière page, qui retourne à la première page, ça c'est un petit peu dommage, ou si c'est possible, je ne l'ai pas trouvé. On peut changer le nombre d'applications par page, donc ça je vais le faire tout de suite pour pouvoir vous montrer. Ici donc grille, donc vous avez 4 choix, 4x4, 4x5 ou 5x5, donc je vais mettre en 5x5 pour pouvoir vous montrer qu'on peut le faire. Chargement, voilà. Et donc voilà, maintenant, vous avez 25 icônes par page, sauf que comme moi j'avais pas 25 icônes par page, vous pouvez voir que ça fait une rangée d'icônes qui pour l'instant est vide. On peut aussi, ça s'appelle, voir le nombre de notifications manquées justement en forme de petits badges sur les applications. Donc là, j'ai essayé de simuler l'envoi d'un email justement à moi-même pour pouvoir vous montrer que ça fonctionne. Donc voilà, clic, je me suis envoyé un mail à moi-même. Normalement, vous devriez voir dans quelques secondes arriver un mail. Donc on va attendre quelques secondes. Voilà, comme vous voyez, ça arrive très vite. Et quand on va aller à l'application Outlook, qui normalement est tout en dernier, ça n'a pas marqué, donc c'est dommage. Outlook ne doit pas le supporter, Outlook ne le supporte pas, ça j'avais oublié. C'est Facebook, par exemple, des applications qui le supportent, ça va être Facebook, ça va être Messenger qui vont le supporter. C'est vrai qu'Outlook, si on commence à mettre toutes les badges, bah par exemple, je vais me retrouver avec un badge avec marqué 6200, parce que je ne trie pas mes mails souvent en ce moment. Et comme vous pouvez voir, on va pouvoir apparaître tout de suite des notifications. Les notifications sont repliables, ouvrables et dégageables comme ça. C'est vraiment, le système de notification est typique à celui d'Android Stock. Comme vous pouvez voir sur Facebook, ça gère totalement les badges de notification manqués. Et la bonne chose, c'est que même les applications qui ne sont pas celles d'LG fonctionnent, donc Facebook, en référence au Honor 7 et iMotion UI où il n'y avait que quelques applications de Huawei qui fonctionnaient avec les badges. Donc c'est vraiment une bonne chose. On peut aussi changer le thème des icônes justement du lanceur. Et j'ai téléchargé deux autres thèmes pour pouvoir vous montrer. Je vais me prendre celui-là, Texter. Hop là, appliquer. Alors ça, le thème ne s'applique qu'aux icônes et il ne change pas l'interface du téléphone. Donc voilà, ça change le fond d'écran et ça change les icônes. Et comme vous pouvez pouvoir voir, celui-là, ce thème-là rend plus petit les icônes. Alors sympathique, voilà, ça fait un petit effet. Là, ça met les icônes vraiment tout petits, ça fait un peu bizarre. Ce thème ne doit pas être parfaitement adapté au LG S5. Bon, c'est pas grave, hein, c'était un thème juste pour tester. Et si vous allez sur le LG, je ne sais plus quoi d'ailleurs, je vais vérifier, LG Smart World, vous pourrez télécharger d'autres thèmes sur ce magasin LG. Pendant que je remets le thème de base, parce que c'est quand même le thème que j'apprécie le plus sur ce téléphone, on peut aussi changer la police de ce téléphone. Et ce qui est bien, c'est que sur le Smart World de LG, vous pouvez aussi télécharger de nouvelles polices. Donc là, comme vous pouvez voir, ça s'appelle, il y a 6 polices de base. Je vais en changer, je vais mettre par exemple Yo-Yo à la place, elle peut être très bien. Là, ça fait une écriture plus petite et plus ronde. Et vous pouvez aussi changer la taille de la police, en grand, en petit ou en très grand. Et mettre le texte en gras ou non. Personnellement, depuis le début, je l'ai mis en gras le texte et j'aime bien, donc je vais laisser comme ça, c'est pas mal. Dernier petit point qu'on a pu avoir mais qui n'est pas sur ce téléphone, c'est que par exemple, comme sur les Xiaomi ou sur les Xiaomi, les Oppo et les Huawei, et ben normalement vous pouviez déplacer les applications en tas d'un écran à l'autre. Là on ne peut pas, il n'y a pas de moyen de déplacer les applications à plusieurs. C'est dommage, mais bon, ce n'est pas un manque gênant. Passons maintenant à la partie centre de notification et paramètres rapides. Alors déjà le truc c'est que c'est fluide en toutes circonstances, là-dessus il n'y a pas de souci. Vous l'ouvrez, vous fermez, il n'y a pas de souci, c'est tout le temps fluide. Pour ce qui est de la partie notification, on peut retrouver l'heure et la date là-dessus, il n'y a pas de souci avec l'affichage de l'opérateur en bas de l'écran. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les notifications, elles sont vraiment totalement classiques, elles sont flottantes, extensibles comme par exemple sur Outlook. Et vous les effacez justement en les swipant de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Là-dessus, c'est comme sur Android Stock. Et comme sur les anciennes versions de LG UX, donc notamment LG UX 3.0, vous aviez, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, un petit bouton marqué effacer, et seule la couleur et la forme du bouton changent, sinon c'est exactement le même, il a la même fonction. Pour ce qui est de l'arrangement des paramètres rapides, c'est tout en ligne, donc il y a une ligne là qui défile totalement, donc là-dessus c'est totalement classique par rapport à la surcouche LG. Il n'y a pas de révolution.
Ce que je peux quand même remarquer, c'est que de base, il y a moins de paramètres qu'auparavant, ce qui donne une impression plus épurée. Vous pourrez retrouver des paramètres supplémentaires en appuyant sur le petit crayon à côté de la date et de l'heure. Et comme vous pouvez voir, ça permet justement de vous montrer que les petits paramètres sont soit supprimables, donc on va retirer le NFC. Vous pouvez remettre un autre à la place, par exemple une économie d'énergie. Et vous pouvez aussi les déplacer comme vous voulez. Donc par exemple, si capturer plus, vous voulez mettre en dernier parce que vous l'aimez pas, vous le mettez là. Et si vous voulez mettre, je sais pas, le flash en premier, bah là vous mettez le flash en premier, vous validez, et hop, maintenant quand vous allez au début, c'est le flash qui est premier sur les paramètres rapides. Donc c'est un petit paramètre d'arrangement qui est sympathique, qui est simple, et qui est plutôt épuré. De manière très classique, quand vous restez appuyé longtemps sur une icône, et ben ça affiche justement le paramètre justement dans les paramètres simplement. Et comme sur à peu près 99% des téléphones Android, nous avons une barre pour régler la luminosité et un bouton pour régler la luminosité en automatique. Et elle est même cachable grâce au menu avec le petit crayon, là vous pouvez cacher la luminosité, vous pouvez rajouter le volume. Alors ça, sur LG UX 3.0, donc sur le LG G3, vous aviez ça, vous aviez tout coché à l'origine, même si je crois qu'il n'y avait pas de moyen de les supprimer. Maintenant, c'est possible, c'est une petite attention que LG a rajoutée, et c'est très bien. Personnellement, dans l'idéal, moi je retirerais le partage d'écran, partage de fichier, je laisserais le volume et la luminosité. Ça me ferait une barre de notification qui est quand même plutôt large, ça me fait un espace de notif qui est plutôt large, avec mes quick settings et mes paramètres de luminosité et de son qui seraient ici, donc voilà. C'est plutôt sympathique je trouve, et c'est plutôt épuré de base. Pour ce qui est des paramètres, alors le rangement général est habituel de chez Habituel. On a un rangement en 4 catégories chez LG, réseau, son, écran et général. Donc je vais vous montrer un peu plus gros tout de suite. Voilà, réseau, son, écran et général. Ou si on n'aime pas ce rangement, on peut passer sur un affichage en liste. Et je vais tout de suite me mettre sur la liste et rester justement pour des raisons pratiques tout simplement. Et pour pouvoir mieux vous montrer tous les paramètres qu'il y a dans ce téléphone. Alors je vais juste cibler l'écran, pour votre sens, et c'est parti pour une petite visite des paramètres. Alors nous avons Wi-Fi, Bluetooth, données mobiles, ça c'est les paramètres classiques d'Android. Appel, donc c'est pour pouvoir justement refuser les appels et pour pouvoir avoir tout ce qui est paramètres de son. Comme vous pouvez régler la suppression des bruits ambiants. La clarté de la voix, vous pouvez un petit peu l'améliorer. Vous pouvez vibrer lors de la réponse. Vous avez des gestes. Donc vous pouvez répondre aux appels, vous pouvez approcher le téléphone de l'oreille pour accepter un appel, donc ça c'est des trucs à peu près classiques, on va dire, qu'on retrouve maintenant sur beaucoup de téléphones en termes de gestures. Vous pouvez enregistrer des numéros inconnus après un appel, donc ça c'est bien. Le renvoi d'appel c'est la liste rouge, interdiction d'appel c'est pareil, c'est lié à la liste rouge. Vous pouvez voir votre durée d'appel comme sur un bon vieux feature phone, ça c'est très bien. Et paramètres supplémentaires, ça veut pas venir, bon bah c'est pas grave, hein, c'est dommage. On va en sortir, oui, non, parce que les trucs s'affichent, on s'en fiche. Donc voilà pour ce qui est de la partie appel, ça c'est pour tout ce qui est gestion des appels. Partage des connexions, ça c'est pour tout ce qui est de NFC, le partage de fichiers, le partage d'écran, donc soit via le Miracast, soit avec le Mirror Link comme il appelle ça. Alors LG Hard Drive c'est quoi ça? Je pense que c'est pour LG Hard Drive, je sais pas ce que c'est, bon j'en sais rien, je m'en fiche. Impression c'est pour les imprimantes sans fil. Partage de connexion, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure dans les paramètres, dans les connectivités. Vous pouvez soit connecter votre téléphone en Bluetooth, en Wi-Fi pour pouvoir partager votre connexion 3G, 4G ou 4G+. Dans le menu plus, nous avons le mode avion, la gestion des réseaux mobiles, par exemple pour pouvoir configurer un APN s'il n'est pas disponible, ou pour pouvoir par exemple lancer le roaming justement dans un, enfin l'itinérance des données. Excusez-moi. Pour pouvoir lancer l'itinérance de données, par exemple si vous êtes dans un pays étranger, ou par exemple vous êtes chez Free, vous avez besoin d'itinérance de données d'Orange. Sur les notifications, c'est pour pouvoir régler les différents sons, donc les alarmes, les notifications, les appels. Écran, donc là ça c'est pour régler tout ce qui est police, luminosité, réglage automatique. Vous pouvez calibrer le capteur de mouvement, excusez-moi, le capteur et le gyroscope et accéléromètre. Écran de vie interactif, il ne faut jamais l'allumer parce que c'est un bouffe batterie, ça fait chauffer le téléphone notamment en charge. Ensuite, écran d'accueil, c'est pour pouvoir régler justement tout ce que je vous ai montré depuis tout à l'heure, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Écran de verrouillage, ça peut être intéressant, on va regarder tout de suite. On va pouvoir en venir au knock code. Alors, le knock code, ça c'est une fonctionnalité de LG qui est vraiment récurrente depuis beaucoup de téléphones de chez LG, depuis plusieurs années. C'est tout simplement une autre façon de mettre un code, c'est de taper sur différents cadrans pour pouvoir justement faire un code secret. Donc, par exemple, mon code c'est le plus basique de tous, et je vais en remettre un d'ailleurs autre. Et on va en venir à la petite fonctionnalité que je vous parlais tout à l'heure au démarrage. Comme vous pouvez le lire, vous pouvez mettre un knock code avant de l'allumer. Il ne sera pas possible de recevoir appel, message, notification et alarme une fois le téléphone allumé. Donc le but de mettre le knock code avant le démarrage et avant de mettre le code PIN que je vous ai montré à la minute 1 de la vidéo, enfin peut-être à la minute 1 mais après la minute où je vous ai montré le téléphone allumé, c'est de protéger les données en cas de perte ou de vol du téléphone. Donc knock code requis pour allumer le téléphone. Et je vais le mettre tout de suite, il vous dit qu'il faut mettre au moins 6 pressions sur au moins 3 quarts de l'écran différents. Donc ça je vais vous remettre au-dessus. Et ça c'est nouveau parce qu'avant c'était 4 pressions enfin, sur 4 cadrans. Donc ça c'est un petit peu différent. Voilà, on va remettre le même, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà.
1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le plus basique de tous. Mais quand justement vous mettez un autre code qui est utile, on va dire qui est personnel à vous-même, et qui est un peu compliqué, je pense que ça peut être sympathique. Et ma foi, je pense que c'est un système de verrouillage qui est sympathique, que personne n'a repris à LG, je pense qu'il est sous brevet, sous licence. Et c'est une bonne chose, dès que j'ai utilisé le LG G5 le premier jour, j'ai retrouvé mes vieux réflexes du LG G3. Pour ce qui est du reste, vous pouvez mettre une animation météo au moment où justement, si il se met à pleuvoir ou à neiger à l'endroit où vous vivez, donc ça nécessite que vous donniez vos données de localisation à LG, fond d'écran, personne à contacter en cas de perte du téléphone, donc ça s'affiche sur l'écran de verrouillage. Vous pouvez justement régler votre temps avant extinction du téléphone, et si vous voulez que votre téléphone se verrouille automatiquement, si vous appuyez sur le bouton d'alimentation. Smart Settings, c'est une petite particularité d'LG que je n'ai pas du tout utilisée. Ça vous permet justement de pouvoir régler ces différents profils suivant à l'endroit où vous vous trouvez. Par exemple, si vous êtes chez vous, ça va vous mettre le Wi-Fi. Si vous êtes en dehors de domicile, ça va vous activer la 4G. Je ne l'ai pas utilisé parce que donc ça fait doublon avec moi-même. Et personnellement, je trouve pas ça très pratique, très utile, donc je ne l'ai pas utilisé. Je m'en excuse. Stockage USB, donc c'est un petit menu qui va vous expliquer combien de place vous avez d'utiliser sur la mémoire interne et sur votre carte SD. Et normalement, sur Android Stock, c'est là où vous pouvez justement gérer ce qu'on appelle l'Adaptable Storage. Donc normalement, c'est là où vous pouvez sur Android 6.0, comme sur ce téléphone, mais enfin, comme laisse ce téléphone, mais qui n'utilise pas la fonction. Avec l'Adaptable Storage, vous pouvez normalement formater votre carte SD pour pouvoir justement la fusionner avec la mémoire interne. Sauf que LG, d'une, ne permet pas d'utiliser l'Adaptable Storage, mais en plus ne permet pas d'utiliser le déplacement d'applications sur la carte SD. Donc ce qui fait que vous avez 32 Go pour les applications et basta. Vous devez déplacer vos musiques, vos vidéos et tout le reste sur la carte SD si vous voulez avoir un maximum d'espace pour vos applis. Batterie économie d'énergie, donc ça c'est pour pouvoir gérer tout ce qui est batterie. Comme vous pouvez le voir ici, c'est là où je fais mes petits screenshots pour pouvoir voir l'utilisation de batterie. Donc ça fait 50 minutes que l'écran est allumé depuis que j'ai fini la recharge du téléphone. Voilà, comme vous pouvez voir, ça marque tout ce qui a été utilisé depuis le début de la batterie. Voilà. Vous pouvez mettre le pourcentage dans la barre d'état, ce qui normalement de base n'est pas fait. Vous pouvez activer l'économie d'énergie à 15% si vous voulez, ou avant d'ailleurs je pense. Non, 15%, 5% ou tout de suite, donc c'est de manière immédiate. Et l'économie d'énergie, ça peut permettre de restreindre les applications dans la plan, donc je pense que ça vire un maximum les applications en RAM. Et vous pouvez bloquer l'utilisation de Always On Display, donc ça on va en parler après, c'est la petite fonction qui se met en route quand l'écran est normalement éteint. Et vous avez aussi Optimiseur pour les jeux qui ajuste la qualité vidéo dans les jeux afin d'économiser la batterie. De base il est activé, mais personnellement je l'ai activé pour pouvoir avoir un meilleur rendu des jeux et pour pouvoir avoir une meilleure impression sur les jeux vidéo et ne pas avoir un regard biaisé par rapport à un éventuel optimiseur de jeu. Mémoire, ça va permettre, mémoire ça va permettre de pouvoir voir votre utilisation RAM sur les dernières heures, voire le dernier jour. Comme vous pouvez voir, le téléphone, je l'ai pas mal utilisé ces derniers jours par mes benchmarks RAM et exécution, les jeux, tout ça. Ce qui fait que j'ai quand même pas mal utilisé la RAM sur ces derniers jours. Et voilà, ça permet d'avoir un petit retour par rapport à la RAM utilisée sur votre téléphone ces dernières heures, voire ces dernières 24 heures. Smart Doctor, ça c'est l'application typique de gestion de RAM et de mémoire interne. Alors, allez dessus, c'est peut-être mieux. Donc voilà, ça vous explique que là, par exemple, 93% du téléphone est utilisé en termes de mémoire interne. Et 70% de la RAM est utilisée. Et tout de suite, si vous appuyez sur optimiser, c'est le bouton magique. Ça va tourner à boum. On va faire une petite accélération tout de suite. Donc voilà, l'optimisation est terminée. Comme vous pouvez voir, ça m'a vidé un peu la RAM. Ça ne m'a pas touché au stockage, heureusement. Donc voilà, c'est une petite application de nettoyage habituelle. Et ça vous évite d'avoir recours à CleanMaster, qui est une putain d'application de merde. Application, c'est là où vous allez pouvoir gérer toutes les applications que vous avez téléchargées, voir la taille qu'ils font, si vous avez besoin de les supprimer ou pas, pour pouvoir, par exemple, les remettre à 0, forcer l'arrêt, pour pouvoir gérer depuis Android 6.0 les autorisations de manière précise, pour pouvoir donner certaines autorisations ou non aux applications. Par exemple, si je parie que 8-bit Water Slide et l'autorisation d'accès au stockage, je la refuse, et ce téléphone ne pourra pas avoir accès au stockage, ce qui est quand même un petit peu, on va dire, pas très malin pour une application de ne pas avoir accès, même à la mémoire. Bref, on repassera là-dessus, mais bon, pourquoi pas. Ensuite là on va aller très vite, cloud je l'ai pas utilisé donc je vais pas vous en parler, c'est pour pouvoir gérer votre cloud. Utilisateur, c'est depuis Android 5.0 pour pouvoir avoir plusieurs utilisateurs sur un même appareil, donc c'est plus utile sur les tablettes que sur les téléphones. Position, c'est le menu habituel justement pour tout ce qui est gestion de GPS et des données de localisation. Empreinte digitale et sécurité, c'est pour pouvoir mettre justement votre capteur empreinte digitale en fonction pour pouvoir mettre votre empreinte digitale dans le téléphone. Et ce qui est plutôt drôle, c'est que comme vous allez pouvoir le voir, j'ai enregistré 3 doigts et dès que vous avez passé un doigt sur le capteur empreinte digitale, le téléphone va le reconnaître. Là par exemple j'ai passé le doigt 1, il le reconnaît. Le doigt 2, il le reconnaît pas parce que c'est le doigt 3. Et le doigt 2 je sais plus ce que c'est, je crois que c'est le pouce. Non c'est lequel, je sais même plus. Le doigt 2 c'est mon index, c'est mon majeur. Donc voilà.
Et le menu de sécurité, c'est le menu habituel que vous avez toujours sur Android, donc pour pouvoir par exemple, activer les sources inconnues d'applications, notamment si vous voulez installer une application d'en dehors du Play Store. Et voilà, tout ça c'est habituel à Android. Normalement, vous y allez jamais en général, et je vais pas m'attarder là-dessus. Il y a quand même encore pas mal de choses à faire, et ça fait déjà 1h10, moi, que sur Audacity, ça enregistre. Côté synchronisation, c'est pour pouvoir avoir accès à tous vos comptes, donc par exemple Facebook, Google, Messenger, Office, tout ça, machin. Langue et clavier, c'est pour pouvoir gérer la langue et le clavier. Donc ça, le clavier, on va pas en parler tout de suite. Ça me permettra de ne pas pouvoir en reparler. Le clavier LG. Voilà, c'est celui-là. Comme vous pouvez voir, il y a quelques petites subtilités. Donc vous pouvez régler la langue. Vous pouvez régler la hauteur et la disposition du clavier. Donc ça, c'est pas nouveau. C'est là depuis longtemps. Bon, si on veut être un clavier plus grand ou un clavier plus petit, c'est possible. Et le clavier plus petit, c'est vraiment tout petit. Et je vais le laisser comme ça parce que c'est marrant, tiens. Ensuite, vous pouvez avoir le clavier en paysage pour pouvoir régler de manière différente. Donc, si vous voulez un clavier plus ou moins large. Alors, de base, il n'est pas réglé en mode large. Et c'était dommage, et ça, je l'avais remarqué, mais je ne l'avais pas noté. Je vais le mettre en large. Et comme vous pouvez le voir, donc vous pouvez donc régler le clavier plus large en mode paysage. Et vous pouvez aussi, d'une main, justement, pouvoir mettre votre clavier à droite ou à gauche pour pouvoir l'utiliser à une main. Ensuite, vous allez tracer pour la démo. Donc, ça, c'est la fonction swipe du clavier. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Hop, excusez-moi pour la caméra. Voilà. Ensuite, voilà, correction auto, ça c'est pour gérer la correction automatique et pouvoir télécharger des corrections automatiques et mises à jour. Thème du clavier, vous en avez deux, noir ou blanc. Moi, personnellement, je l'avais laissé en blanc parce que j'y ai pas touché du tout. Mais bon, si vous voulez profiter de la profondeur des noirs de cet écran, vous pouvez le mettre en black. Voilà. Et donc, c'est à peu près tout pour ce qui est du clavier et ça évitera d'y revenir. Sauvegarder et réinitialiser, c'est pour pouvoir faire des backups de votre téléphone et si vous voulez le remettre à zéro. Google Service, je sais pas ce que c'est juste. Ah, c'est l'application en paramètres Google que personne n'utilise. Toujours raccourci, ça peut être intéressant, ça je les ai activés de base. Quand vous verrouillez le téléphone, hop là, et que vous appuyez 2 fois sur la touche plus sur la touche moins, là j'appuie sur la touche moins, voilà, ça active l'appareil photo en appuyant 2 fois sur la touche moins, et vous pouvez prendre une photo tout de suite. Notamment avec le flash, je sais pas pourquoi ça a pris avec le flash. Et si vous appuyez 2 fois sur la touche plus en étant éteint, voilà, ça vous active Quick Memo pour pouvoir faire des jolis dessins et des jolies notes. On arrive à la fin des paramètres, donc Data, c'est les paramètres habituels d'Android Stock. Accessibilité, c'est pour pouvoir avoir accès à certaines choses. Donc par exemple, ça s'appelle si vous avez des problèmes de vision, pour pouvoir faire des corrections en termes de vue, par exemple pour les daltoniens, pour pouvoir ajuster les couleurs de l'écran, pour pouvoir inverser les couleurs de l'écran. Donc ça, on va éviter parce que ça fait un peu bizarre. Le niveau de gris, si on veut l'augmenter, oui ou non. La taille de la police, on peut encore une fois l'avoir ici, c'est un petit doublon. Texte en gras, c'est un petit doublon aussi. Donc voilà, ça c'est pas pour l'utilisateur lambda, c'est pour les utilisateurs bien spécifiques. Option de développement, ça c'est si vous activez particulièrement en appuyant cette fois sur le numéro de build. Donc on va pas en parler ici. À propos du téléphone, donc c'est toutes les informations par rapport aux mises à jour, nom du téléphone, l'état du réseau, l'état du téléphone, la batterie, bref. Plein de choses intéressantes, mais ça je sais pas, on va dire, l'intérêt de la vidéo. Et enfin, dernière chose qu'on voit pas souvent sur les téléphones, réglementation de sécurité, c'est la norme CE, la poubelle barrée, attention ce téléphone est peut-être bien, la certification FCC, et enfin le petit avertissement bien utile, des interférences radio peuvent se produire lors de l'utilisation de cet équipement sans fil. Sans blague, Captain Obvious. Donc voilà pour ce qui est de la partie des paramètres, comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de paramètres dans ce téléphone. Ils sont plutôt bien rangés, notamment en mode liste, et je n'ai pas grand chose d'autre à dire dessus, ils sont plutôt pertinents et il n'y a pas de choses qui sont inutiles, je dirais. Ensuite, passons aux applications préinstallées sur ce téléphone. Alors, on va passer par 3 stades, applications utiles, inutiles et bloatware, doublon et 1. Donc là, il y a 5 parties, je me suis trompé, parce que moi il y a 5 parties. D'abord, en application utile dans le dossier gestion fait par LG directement sur son téléphone. Vous avez, ce sont des applis répétées, des paramètres mais qui sont utiles. Vous avez économie d'énergie, donc je l'ai déjà montré. Smart Doctor, je l'ai déjà montré aussi, donc ça va pas y revenir. Donc, habituel optimiseur de RAM et de stockage. Vous avez mémoire pour pouvoir avoir votre visu sur la mémoire RAM des dernières heures. LG Backup, donc ça je n'avais pas parlé, j'ai un petit peu survolé. C'est pour pouvoir faire des backups justement de votre téléphone et sauvegarder vos données. Et maintenant depuis LG UX 4 ou 5, ça je ne sais pas, vous pouvez faire des backups sur le cloud, ce qui est une bonne chose. Ensuite vous avez les habituels outils qui sont sur tous les téléphones, donc gestion de fichiers, météo, horloge, calculatrice, dictaphone, radio, tout ça. C'est habituel à tous les téléphones, on va pas en parler ici. Dans le dossier LG, vous avez Quick Remote, donc l'application qui permet de pouvoir gérer votre télévision. Donc comme vous pouvez voir, moi j'ai une télévision de chez Sony et ça donne après ça au niveau de la télécommande. Donc là-dessus c'est tout classique, changement de chaîne, changement de volume et allumage, éteignage. Donc là-dessus ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs j'ai remarqué que la lampe infrarouge avait quand même une bonne portée, ce qui est une bonne chose. Hors du dossier LG, mais qu'on avait aussi justement sur le lanceur de base, Quick Memo Plus, donc qui est une bonne application de prise de notes manuscrite ou simplement au clavier. Je vais vous montrer les 2 petites notes que j'ai fait justement un peu avant le test. Comme vous pouvez voir, en faisant justement une note avec mon doigt, ça marche plutôt bien. Comme vous pouvez voir, j'ai créé cette note à 1h57 justement.
1 heure avant le match des Warriors qui se fasse détruire, c'est pas Warriors. Bref, ça c'était la petite parenthèse NBA, info NBA. Donc voilà, très bon écran tactile, c'est ce que j'ai écrit, parce que justement c'est vraiment un très bon écran tactile pour pouvoir écrire à la main. Et un petit salut justement pour qui passait par là, ça paye pas de mine et ça mange pas de pain. Donc vraiment Quick Memo Plus c'est une application qui a depuis longtemps sur la surcouche de LG et qui fonctionne vraiment très bien. Vous avez aussi LG Health justement qui était en dehors du dossier LG mais sur le lanceur. Application, une petite appli simple de comptage de pas et de coach botte le cul pour te dire hey, il faut te lever, il faut aller marcher, il faut aller faire des pas. Bref voilà, ça vous pouvez mettre des petits défis, vous pouvez régler votre poids pour pouvoir justement vous faire un petit monitoring de poids sur le temps. Ça peut être pratique, c'est une petite application de sport, de fitness, rien de spécial. Mais bon, ça peut être utile. Hein. Autre truc intéressant de cette surcouche justement comme application, c'est app désinstaller. Ça c'est très intéressant en fait. Comme vous pouvez le voir tout à l'heure, j'ai désinstallé WP Launcher. Et ça ne m'a pas directement déinstallé sur la surcouche de LG. Les applications, si vous n'y touchez pas, restent installées sur le téléphone pendant 24 heures avant d'être supprimées. Donc là, par exemple, je veux tout de suite la réinstaller. Par exemple, si je me suis trompé, hop, réinstaller. Et je vais pouvoir la retrouver, je ne sais où, voilà, sur le lanceur, ici, WP Launcher. Voilà, sinon vous appuyez sur la petite poubelle et vous sélectionnez et hop, vous pouvez désinstaller l'application tout de suite au lieu d'attendre 24 heures. Donc c'est une petite option sympa qui peut prévenir des installations accidentelles. Par exemple, si on se trompe, qu'on se loupe, hein, qu'on ne prend pas la bonne application et qu'on ne regarde pas forcément, ça peut être sympa d'avoir cette petite fonction en plus. Pour ce qui est des applications inutiles, alors sincèrement, il y a trop de Google Apps, en tout cas qui ne me semblent pas utiles au grand nombre. Donc par exemple, Google Drive, Google Play Music, ça c'est vraiment les deux applications que je trouve pas super bien. Ensuite, on a aussi Google Play Film, Google Docs, Google Sheet, Google Slides. Je pense pas que ce soit utile à tout le monde, donc je pense qu'il n'aurait pas été pertinent de les installer forcément. Donc voilà, ça c'est mon petit point de vue. Ensuite, dans ce même dossier gestion que tout à l'heure, les petits rappels qui sont utilisation batterie et stockage USB, on les a dans les paramètres et je ne retrouve pas que ceci par contre soit pertinent de les remettre, donc ça ce n'est que mon avis. Autre chose qui pour l'instant est inutile, mais ça c'est un petit peu du troll de ma part, LG Friends Manager, parce que les Friends, justement les parties modernes du téléphone, je ne les ai pas reçus que sur LG 5 et je suis vraiment très très déçu. Bref, j'espère que j'aurai un jour le moyen de les tester, mais bon, ça, ce n'est pas sûr. LG a déjà fait l'effort d'envoyer le téléphone, c'est déjà quand même très bien de leur part. Et c'est tout ce que j'ai comme appli inutile à vous donner. Pour ce qui est des applis un petit peu bloatware, alors ça va être le petit dossier gênant. De base, quand vous allumez le téléphone, justement, je vais aller dans mes screenshots tout de suite, vous avez un dossier qui s'appelle, je crois qu'il s'appelle recommandé, il faut que je vérifie, voilà, recommandé, et qui contient Evernote, Facebook et Instagram. Et comble de la connerie, ces trois applications ne sont pas désinstallables. LG nous dit qu'elles sont recommandées, mais en fait elles ne sont pas recommandées, elles sont carrément imposées. C'est vraiment dommage d'imposer à l'utilisateur d'utiliser les applications. Donc pour Facebook, ouais, pourquoi pas. Pour Evernote, c'est déjà moins évident, et pour Instagram, personnellement, Instagram, j'ai un Instagram, mais je n'utilise quasiment pas. C'est vraiment dommage qu'ils nous aient forcé à avoir ces applications et qu'on ne puisse pas s'en débarrasser. Pour ce qui est des doublons, nous avons Google Photos, Hangouts, Gmail et Email. Donc ça, c'est vraiment les 4 applications qui sont doublons. Donc Google Photos qui est en doublon avec l'application Galerie de LG. Hangouts qui est en doublon avec l'application SMS de base de LG. Gmail qui est en doublon avec Email. Bon, ça va. Pour une fois, nous n'avons pas 10 applications en doublon, nous n'en avons que 3. Et l'application que j'ai mis dans une catégorie qui n'existait pas à l'origine, la catégorie elle s'appelle c'est celle-ci, c'est l'application, il faut que je la retrouve. L'application, elle est où? Je l'ai foutue où? L'application Remote Call Service. Alors ça, je sais pas du tout à quoi elle sert. Je pense que c'est un service qui est lié au SAV parce qu'en fait, il faut rentrer un certain code à un moment. Mais sincèrement, je l'ai classé dans la catégorie parce que je sais pas du tout à quoi elle sert, et personnellement je pense même qu'on pourrait quasiment la classer dans la catégorie des inutiles. Donc voilà, pas mal de l'appli installée de base, assez peu de bloatware, malgré tout pas désinstallable. C'est une bonne chose qu'on n'ait pas beaucoup, mais c'est pas bien que les applications du dossier recommandé ne soient pas désinstallables. On va dire que c'est plutôt bien, LG n'a pas fait trop dans la surcharge de sa surcouche. On va dire que c'est pas mal, ça aurait pu être mieux, mais sincèrement c'est vraiment bien, et c'est pas désagréable en termes d'utilisation, je pense à long terme. Et comme je vois que la batterie de mon caméscope est en train de faiblir, je vais faire une petite pause et le mettre à charger. Et je reviens dans quelques secondes. Avant de passer à la suite, je vais quand même vous parler, ça s'appelle du Always On Display, que j'ai un petit peu oublié tout à l'heure. Alors en fait, on pourrait dire que ça remplace, on va dire, les anciennes Quick Circle qui existaient pour le LG 3 et le LG 4. Parce qu'en fait, même quand vous avez le flip cover officiel de LG, en fait, si j'ai bien compris, vous n'avez plus de fonction comme les Quick Circle d'avant. Vous n'avez que le Always On Display en fait qui passe à travers un petit rectangle justement sur le flip cover. Donc par rapport à avant, vous avez des petites fonctions bon, qui n'ont jamais été vraiment développées, bon, voilà, qui avaient quand même peut-être leur petite utilité. Et encore là, je suis sur Android 6.0 sur le G3,
une version qui n'est pas disponible en OTA mais disponible qu'en installation manuelle. Donc là j'ai en fait l'équivalent en fait de l'interface de la GG4 en termes de Quick Circle. Alors qu'avant en fait c'est des applications en fait qui étaient en fait en rond, au lieu d'être un truc qui défile. Maintenant vous n'avez plus que ça, donc ça peut être un petit peu dommage, mais bon, étant donné que ça n'a jamais été réellement développé, on va pas s'en plaindre. Vous avez l'heure, la date et les notifications. Et le problème c'est qu'en fait ça consomme de la batterie et que la fonction en fait n'est pas très pertinente quand on y pense parce que l'écran n'est pas AMOLED. C'est un écran qui reste quand même LCD voire Quantum Dot et il n'y a que la AMOLED qui permet de ne pas consommer d'énergie quand l'écran affiche des pixels noirs parce que les pixels est éteints. Là, les pixels noirs sont des pixels qui sont allumés et je ne sais pas s'il y a un système spécial qui fait qu'une seule partie de l'écran soit allumée. En tout cas, ça consomme de la batterie et c'est peut-être justement ce qui mène à des autonomies un peu mauvaises les jours où vous n'utilisez pas beaucoup le téléphone parce que le téléphone au final reste tout le temps allumé dans votre poche. Donc voilà, maintenant on peut passer à la dernière partie de la surcouche, c'est la gestion de la RAM et la gestion des notifications. Pour ce qui est de la gestion de la RAM, on va aller très vite, il n'y a aucun souci de gestion RAM, et heureusement avec 4 Go de RAM. On peut stocker plusieurs gros jeux en RAM, ça j'ai pu le tester, j'ai pu mettre Nova 3, Modern Combat X, Asphalt 8, j'ai pu mettre 2 autres jeux encore en RAM, et les 5 jeux pouvaient être rechargés immédiatement sans... Enfin les jeux on pouvait passer d'un jeu à l'autre sans souci, sans rechargement avant d'avoir accédé au jeu, ce qui est vraiment très bien. Ce téléphone a une très bonne gestion de sa RAM, là-dessus pas de souci. Pour ce qui est de la gestion des notifications sur cette surcouche, elles sont toutes relevées. Je n'ai eu aucun souci de relever de notifications, donc je pense que ce sont les wake locks d'Android qui sont utilisés. J'ai pas remarqué d'applications qui ont bugué avec les notifications, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Dans le multitâche, on peut quand même bloquer les applications en arrière-plan, donc par exemple là j'en ai pas mal. Ouais voilà. On peut quand même bloquer l'application en arrière-plan, donc là il y a une petite épingle. Alors avant cette épingle elle servait justement à bloquer l'écran pour qu'on ne puisse plus changer d'application. En fait non, là c'est une épingle qui paraît justement comme ça va le marquer. Ajouter une épingle pour ne pas effacer. Donc par exemple là quand je vais faire tout effacer, si je me loupe pas, voilà, il va quand même me rester l'application galerie en multitâche. Donc voilà, on va la retirer parce que ça sert à rien de la garder. Et comme vous pouvez voir, vous pouvez faire en sorte que ça gère certaines notifications et que ça ne vire pas certaines applications du multitâche pour créer une sorte de priorisation des applications en termes d'applications qui sortent en premier du multitâche ou non. Et comme vous avez pu le voir juste avant, le launcher s'est jamais parce que je ne sais pas pourquoi, ça doit être un des petits bugs que j'ai pu remarquer et que j'ai même pas noté sur ma fiche, c'est que parfois quand vous faites effacer tout, et ben même le lanceur sort du multitâche malgré 4 Go de RAM. Donc je ne sais pas, c'est peut-être un petit bug et vu que c'est le seul de la surcouche, on va pas non plus trop crier au scandale. Voilà donc tout ce que j'avais à dire sur la surcouche de LG. Une surcouche qui n'a pas tant évolué sur la forme depuis mon LG 3 mais qui s'est beaucoup améliorée sur le fond, avec désormais une grande fluidité, une ergonomie qui convainc, un petit peu de bloatware en plus, mais on prend plaisir à utiliser le téléphone. J'aurais pu dire si LG n'avait pas modifié la donne, si vous vouliez un lanceur avec de la profondeur, il suffisait d'aller sur le Play Store pour en changer, mais désormais LG propose un lanceur avec un tiroir d'application, et je trouve ça très bien. Donc voilà, ça c'était la fin de la partie sur la surcouche. Pour ce qui est de la mémoire de stockage, on va passer à la toute fin du test là. Ce téléphone a une mémoire de 32 Go extensible par carte microSD. Au premier démarrage, j'avais environ 23,5 Go de disponible, ce qui est quand même une assez grande différence par rapport aux 32 Go annoncés. La mémoire n'est pas partitionnée et heureusement. Et par contre, ce qui est fort dommage, c'est qu'on ne peut pas déplacer les applications vers la carte microSD. Dernière partie de cette partie software, c'est les mises à jour de ce téléphone. Alors, vous pouvez avoir des mises à jour OTA ou manuelles sur ce téléphone. J'en ai reçu une pendant ce test, donc c'est une petite mise à jour au démarrage qui, si je la retrouve dans mes screenshots, c'était des petites correctifs, donc hop, non pas Snapchat. On va essayer de la retrouver, voir si je l'ai ou pas. Je pense pas que je l'ai, non, je ne l'ai pas, dommage pour cela à regarder, c'est pas grave. Donc c'est une petite mise à jour pour améliorer les fonctionnalités, je sais plus quoi, bon bref voilà. Pour ce qui est des promesses, j'en ai trouvé aucune, mais je pense connaissant LG qu'on peut espérer un passage à Android N une fois que celui-ci sera déployé. Par contre, passer à la version de l'année suivante, ça j'en suis pas du tout sûr parce que le LG 3 et le LG 2 n'ont jamais eu le droit à un déploiement en OTA leur deuxième année sur la deuxième mise à jour majeure qu'ils ont vécu, ils n'ont eu le droit qu'à des mises à jour manuelles. Et par contre, je n'ai fait aucune recherche du côté du root, du démarrage du bootloader ou des custom ROM parce que là, ça ne m'intéressait pas du tout. Donc voilà, c'est la fin de cette partie du software du téléphone. J'espère qu'elle vous aura plu cette partie un petit peu développée sur le software, notamment sur la surcouche LG UX. Et passons maintenant à l'avis final collé sur le téléphone avec les points positifs, points neutres et points négatifs. Pour ce qui est des points positifs du côté du matériel, alors l'écran, tant dans sa finesse d'affichage que dans sa colorimétrie, c'était vraiment un grand plaisir de regarder cet écran au quotidien. Alors attention quand même, je vais quand même mettre une
petite réserve sur des possibles fuites de lumière sur cet écran. Alors j'ai entendu ça sur plusieurs d'autres tests, donc je laisse un petit mot là-dessus, même si je l'ai pas observé de moi-même. Donc voilà, l'écran pour moi était vraiment une grande réussite, et il est vraiment encore meilleur que celui du LG G3, et je pense qu'il a dû être encore meilleur que par rapport à celui du LG G4. Autre point positif, le Snapdragon 820 au top de sa forme, qui nous fait oublier le Snap Chaudière 810, donc petit nom que je donne au Snapdragon 810, qui était assez mauvais dès qu'on le poussait un petit peu. Et en plus on a un SoC qui ne chauffe que peu en utilisation quotidienne. Vraiment il ne chauffe que dans les conditions météorologiques qui sont assez rudes, donc par exemple avec un grand soleil. La coque en métal, et ben justement elle a tendance à pas mal chauffer. Ensuite on a vraiment une connectivité parfaite, que ce soit en cellulaire que pour tout le reste. On a une recharge très rapide du téléphone, donc comme j'expliquais tout à l'heure, 1h20 à 100%, 80% en 45 minutes, 55% en 30 minutes, 26% en 15 minutes. Dernier point positif en termes matériels, c'est l'appareil photo dorsal, qui est l'un des plus gros points forts de ce téléphone, et le deuxième capteur qui a un véritable effet waouh par rapport aux photos grand angle. Les points positifs du côté logiciel, alors ça va aller très vite en fait. Pour moi, LG UX est fluide, a une bonne gestion de la RAM, bon c'est pas compliqué avec 4 Go de RAM, et est plutôt agréable à vivre selon moi. La surcouche est aussi assez personnalisable et ne souffre d'aucun réel défaut selon moi. Après, comme toute surcouche, on aime ou on n'aime pas. Deuxième point positif du côté logiciel, ce sera le dernier, la sécurité que j'ai déjà évoqué à 2 reprises avant le démarrage du téléphone via Knockcode, qui est vraiment une très bonne idée. Pour ce qui est des points neutres, nous avons la luminosité du téléphone qui est un peu juste, pas agréable en plein soleil, le haut-parleur qui est trop moyen et qui aurait mérité un peu plus d'attention, le design alors qui est ambitieux mais qui ne plaira pas à tout le monde. Donc je vais quand même vous le remontrer pendant que je continue à parler de mes points faibles et points positifs. Et la caméra frontale, bonne en extérieur mais pas bluffante pour le reste, et sincèrement je m'attendais à mieux pour une caméra 8 mégapixels en termes de caméra frontale. L'autonomie polyvalente, elle aurait mérité d'être meilleure. La batterie du LG G5 a été rapetissée par rapport au G3, G4 et G2 même. Même le LG G2 a une plus grosse batterie. Et cette plus petite batterie l'empêche sûrement d'être un bon élève en matière d'autonomie. Elle n'est pas catastrophique, mais au même moment son principal concurrent, Samsung, a revu ses copies avec un Galaxy S6 qui était peu autonome et un Galaxy S7 qui l'est beaucoup plus. LG a fait le chemin inverse et c'est, je pense, décevant. Ensuite, comme autre point négatif du matériel, la construction qui aurait mérité d'être meilleure, avec une vitre moins souple, un meilleur jeu entre la partie modulaire et la partie principale. Alors ça, je pense que je l'ai totalement oublié au démarrage, malgré que j'avais fait une belle fiche. C'est qu'en fait, entre la partie modulaire et la partie principale du téléphone, il y a un petit décalage. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Ça manque de joint en fait entre le téléphone et la partie modulaire, donc c'est vraiment dommage. Il y a un petit décalage qui fait que c'est un petit peu disgracieux, c'est un peu dommage. Et j'aurais pu faire ça mieux, et j'ai remarqué que beaucoup de testeurs et de reviewers avaient remarqué ce problème, donc je pense que c'est un problème à grande échelle, et ça, je trouve ça vraiment dommage pour un téléphone qui se veut ultra haut de gamme. Autre point négatif du matériel, la partie modulaire, donc ça on a toujours la même chose, qui a sa base flexible dès que l'on appose un peu de pression verticale dessus, donc dès qu'on met un peu de pression dessus à la torde, et ben tout simplement la partie modulaire se tord elle avec un peu. Autre point négatif que je n'ai pas encore évoqué mais que vous allez vite entendre, je sais pas si au niveau du micro on l'a entendu, mais le bruit du bouton d'alimentation est plutôt moche et ne colle pas avec un téléphone ultra haut de gamme. Je suis désolé LG, je sais pas si vous avez une idée genre de faire un bouton qui claque bien fort, mais là ça, on est plus au niveau, ça s'appelle d'un, je sais pas, d'un joint en plastique que que tout simplement ça s'appelle d'un téléphone ultra haut de gamme. Vraiment, le bruit du bouton est vraiment horrible. J'ai vraiment comparé avec le LG G3 qui est à côté de moi. Écoutez bien. Là on a un clic. Là on se demande s'il n'y a pas un gap entre les deux. Je vais même le mettre dans le micro pour que vous puissiez entendre. Voilà, ça fait vraiment bouton plastique mal joint. Donc c'est dommage que vraiment que sur un point aussi basique, un bouton d'alimentation, que LG se soit quand même un petit peu planté. Enfin, dans les points négatifs du matériel, c'est le fait qu'il y ait assez peu de LG Friends actuellement. Il y a seulement 2 modules ajoutés au téléphone. Et ça me fait poser la question, enfin ça me fait poser une question à tel point qu'on peut se demander si ça vaut le coup d'investir dans un téléphone modulaire comme le LG G5. Surtout que cette conception modulaire le rend plus fragile. On a l'impossibilité de déplacer les applications vers la carte micro SD, donc c'est pas une grosse faiblesse avec 32 Go de stockage, mais j'aurais apprécié avoir l'option disponible. Alors j'ai ma petite explication, c'est qu'en fait sur ce téléphone, je n'en ai pas parlé parce que c'est un petit peu technique, mais ce n'est pas de la mémoire eMMC qu'on a dessus, donc je vais la lire en anglais, c'est pas de la mémoire eMMC, donc de l'eMMC, mais en fait c'est la nouvelle génération de mémoire interne pour les téléphones, c'est de l'UFS 2.0, donc je crois que c'est développé par Samsung, si je dis pas de bêtises. Et comparé à de l'eMMC où j'avais pu remarquer où il y avait généralement 30 mégas en écriture, si pas de bêtises, sur de l'UFS 2.0 j'ai atteint 150 mégas en écriture, donc étant donné qu'une carte SD va aller à 30 mégas et que
l'UFS va aller à 150, je pense que c'est peut-être pour ça qu'LG n'a pas voulu mettre la possibilité d'avoir ce qu'on appelle l'App2SD. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas, mais je pense que ça peut s'expliquer par ce point-là. Enfin, dernier point négatif du logiciel, c'est le dossier recommandé, donc qui contient les applications Facebook, Instagram et Evernote. Ce sont des applications arrangées à la case bloatware. Surtout, ces applications ne sont pas déinstallables, ce qui donne l'impression que LG veut nous forcer à les utiliser. Sincèrement, c'est dommage, et clairement, je le dis comme je le pense, ça, c'est nul. Enfin, petit regret personnel, et là, je peux enfin retourner le téléphone que vous voyez depuis tout à l'heure de dos, c'est le fait que LG nous sort un téléphone avec un double capteur photo arrière. Mais il aurait été sympa de reprendre le double capteur frontal du LG V10, donc qui est déjà sorti chez nous et qui s'appelle donc en anglais le LG V10, et de le mettre sur le LG G5, donc un double capteur frontal comme sur le LG V10, pour le couronner le roi de la photo. Je pense que s'ils avaient fait ça, on n'aurait pas pu faire autrement, on aurait pu dire que le LG G5 était le meilleur téléphone en termes de photo frontale et dorsale. C'est dommage que LG n'ait pas fait, mais peut-être qu'en fait il garde cette possibilité d'innovation pour le LG G6. Un petit point drôle, donc c'est un screenshot de la seule bêtise de traduction que j'ai pu marquer sur la surcouche de LG. C'était dans l'application bizarre, là, screen remote, machin bidule, lié au SAV. Il y avait marqué annulé et annulé, annulé d'un OK, donc c'est un peu bizarre, mais bon. Ça montre vraiment que LG a tellement rien à foutre de cette application qu'ils ont même pas fait gaffe à la traduction. Pour ce qui est des bugs rencontrés, donc le seul bug rencontré, j'en avais parlé tout à l'heure, je me souviens même plus lequel c'est. Bref, je sais déjà plus quel bug c'est, je l'avais pas noté sur ma fiche, je l'ai toujours pas noté. Si vous allez revoir ma vidéo 15 minutes en arrière, je pense, et vous retrouvez ce fameux bug que j'ai évoqué et que je n'avais pas noté. Donc voilà, c'est enfin la fin de cette vidéo de test complet du LG G5. On va arriver à la synthèse et à la conclusion. Donc pour moi, le LG G5 c'est un téléphone qui veut se démarquer par sa conception. Or, selon moi, elle ne lui est d'aucune utilité pour le moment, si ce n'est de remplacer la batterie de l'appareil. Je trouve les LG G Friends notamment trop chers pour le moment. 70 € au minimum pour le grip photo et 130 € pour le DAC audio. Le DAC audio. Pour le reste, un téléphone rapide, fluide, performant, mais à ne pas mettre entre toutes les mains. En effet, je trouve la solidité telle que je n'ai pas eu d'assurance donnée par le téléphone que celui-ci sera résistant sur la durée. Je ne peux donc pas recommander ce téléphone à tout le monde et je vais donc, comme d'habitude, désormais passer par des catégories d'utilisateurs. Pour ce qui est d'un petit utilisateur de smartphone, donc SMS, appels, réseaux sociaux, pourquoi pas, mais ça fait quand même cher payer le téléphone pour un petit usage smartphone. Pour ce qui est d'un usage multimédia, MP3, photo, vidéo, enfin, voilà tout ce qui est du multimédia, là-dessus, pas de soucis, ça marche très bien. Pour ce qui est du remplacement d'un GPS, oui, pourquoi pas, parce que le GPS fonctionne très bien. Pour ce qui est d'une utilisation professionnelle, donc Dual SIM, gestion mail, VPN, OTG, alors il n'y a pas de Dual SIM sur le téléphone, l'autonomie est plutôt juste. Je ne pense pas que ce soit un téléphone professionnel convaincant, quoique les cadres ont souvent des iPhones, alors bon, pourquoi pas, alors si l'iPhone c'est un téléphone qui est quand même bien pour les cadres et pour tout ce qui est professionnel, alors pourquoi pas un LG G5, parce que de toute façon l'autonomie des iPhones est toujours pas super, si ce n'est les 6 Plus et 6S Plus. Pour ce qui est d'un utilisateur recherchant des bons appareils photo numériques, oui, c'est clairement l'un de ses plus gros points forts, et c'est peut-être, je ne sais pas parce que j'ai pas testé les autres, l'un des meilleurs téléphones en termes de photos sur le marché. Pour ce qui est d'un utilisateur recherchant un smartphone autonome, passez votre chemin parce que ce téléphone n'est clairement pas un téléphone autonome. Pour ce qui est d'un utilisateur recherchant des performances pour jouer, oui, ça rend juste une bête de course sur laquelle on peut jouer longtemps sans souci de performance. Pour ce qui est d'un consommateur à la recherche d'un très bon rapport qualité-prix, qualité-préférence-prix, est-ce que pour 550-600 €, vous pensez avoir pour votre argent après tous les points abordés pendant mon test? Là est la question que vous devez vous poser, sincèrement. C'est la seule question que vous devez poser, et ma seule question est, dans ce prix que vous payez clairement la marque. Et pour un utilisateur qui recherche un peu tout ça, avec un smartphone assez équilibré qui pourrait lui plaire, il manque d'autonomie ce téléphone pour parler d'un smartphone équilibré. Mais ce n'est pas non plus un smartphone boiteux, faut pas non plus aller jusqu'à là. Il possède à minima un bon équilibre et performance chauffe, ce qui permet une fluidité constante de l'appareil. Donc voilà, vous avez eu mes recommandations par rapport à cet appareil et par rapport à des catégories d'utilisateurs. Et si j'avais un accessoire à vous recommander avec ce téléphone, vu la solidité affichée par le téléphone, je conseille d'habiller le téléphone d'une coque, voire d'une flip cover, soit proposée par LG, soit proposée par un vendeur tiers. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo de test complet du LG G5. Donc je pense que j'ai été vraiment au bout de ce que j'avais à dire. Je suis passé par tous les points du téléphone, j'espère n'en avoir oublié aucun. Si cette vidéo vous a plu, cette vidéo de test complet bien détaillée, n'hésitez pas à mettre un pouce vert pour m'encourager à en faire encore plus. Si vous ne l'avez pas aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge pour me dire que c'est pas bien. Et dans ce cas, dites-moi dans les commentaires ce qui ne va pas, ou si chaque fois vous pensez que le test est trop long, pas assez long. Enfin, pas assez long, ce serait quand même fou, mais bon, trop long, ça c'est possible. Si le test est trop long, normalement, vous devriez avoir le test incomplet qui va arriver très bientôt sur la chaîne, si ce n'est qu'il n'est déjà en ligne. Si chaque fois vous regardez cette vidéo un peu plus tard que sa publication. Dans tous les cas, ce téléphone, il faut quand même l'avouer, ce LG G5 m'a beaucoup plu l'utilisation. Mais voilà, en termes de solidité, pour moi qui est un utilisateur qui est quand même pas précautionneux, donc faut quand même l'avouer, je suis pas quelqu'un qui est très précautionneux avec cette affaire parce que malheureusement,
mon téléphone tombe souvent, alors que ce LG G5 n'a pas eu le temps de tomber en une semaine, c'est quand même une bonne nouvelle que je l'ai qu'une semaine pour ce point-là, c'est que j'ai pas eu le temps de faire tomber. Bref, voilà, ce téléphone, j'ai apprécié l'utiliser, vraiment. Pour moi, LG reprend un petit peu de valeur dans mon estime, malgré le fait que ce téléphone n'est pas assez solide pour que vraiment LG reprenne une valeur complète, enfin une bonne valeur complète dans mon estime. J'espère que chaque fois j'ai l'occasion de tester le LG G6 l'année prochaine, qu'ils refont un téléphone solide, performant, avec un bel écran, et avec une bonne autonomie en plus, ça serait vraiment super. Donc voilà, j'ai plus grand chose d'autre à rajouter.